Moi, j'ai rien eu dans ma vie, on m'a rien donné. On m'a donné une éducation, on m'a donné des coups de ceinture. Je me dis, si mes enfants, je leur donne déjà de base un capital, un certain confort, peut-être que ça va être des p***, tu vois. Donc si t'as mis 1 euro et que ça te rapporte 1 euro par an, ça veut dire que tu fais 100% sur ton capital par an. T'as 2 bras, 2 jambes, fils de p***. Va bosser, qu'est-ce que tu fais là? Tu vois, t'as 20 ans, t'as 30 ans, bosse. Quand les temps sont difficiles, ça crée des hommes forts. Quand les hommes forts sont en pouvoir pendant trop longtemps, ça crée des temps faciles. Et quand il y a des temps faciles pendant trop longtemps, ça crée des hommes faibles. Aujourd'hui, on vit dans une société où, quand il y a quelqu'un qui réussit, obligatoirement il a volé, ou c'est faux, ou ça ne marche pas, ou c'est lunaire, ou il a de la chance. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un tout nouvel épisode, une nouvelle interview avec Maxime, qui a fait la route jusqu'à Paris. Bienvenue Maxime. Merci d'être venu aujourd'hui. Certains d'entre vous, probablement une grande partie, le connaissent sous le nom de La Menace, qui vient un peu de ton adolescence, hein, c'est ça d'après ce que j'ai compris? Ou même un peu plus tard? Pas forcément, même un peu avant en fait. C'est un peu avant. Mon grand-père qui m'appelait Max La Menace. Ah oui, c'est vrai? Voilà, c'est ça. Donc c'est plutôt l'enfance. Ok, cool. Si tu peux rapidement, pour les gens qui ne te connaissent pas, te présenter, ce que tu fais un peu dans la vie, d'où est-ce que tu viens, dans les grandes lignes. Bah, aujourd'hui, je vais me présenter en tant qu'entrepreneur, forcément, vu que c'est ce qui prend le plus de temps dans mes journées. Okay. Et je suis aussi connu sur les réseaux sociaux. J'ai une audience, voilà, je fais des contenus, ça intéresse des gens. Okay. Il y a beaucoup de personnes qui s'identifient un peu à travers les idées que je donne. Okay. Il y en a qui m'aiment pas pour ça, également. Ouais. Après, voilà, c'est des contenus qui moi, me tiennent à cœur. Je dis ce que je pense honnêtement. Et après aussi, j'essaie d'élever une audience, quoi. J'essaie d'évoquer des sujets qui aujourd'hui se perdent un peu, comme la masculinité, l'ambition, voilà, toutes ces choses qui pourtant ont de l'importance. Pour moi, elles ont de l'importance et elles sont bénéfiques dans la vie d'un homme, mais voilà, dans la société aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu peut-être mal vu, ou en tout cas, c'est pas mis en avant. Ouais, bien sûr. C'est rare, je trouve, je pense que tu seras d'accord avec moi, que sur YouTube, on parle de trucs un peu... pas vieille France, mais de valeurs, de famille, de développement de patrimoine à la fois culturel et en même temps financier, hein, c'est nous un peu le thème de la chaîne. Est-ce que toi, cette idée-là, elle est venue, tu dirais, grâce à ton éducation, ou est-ce que c'est un truc où d'un coup tu t'es dit putain mais il y a trop de gens qui sortent complètement du chemin de vie qu'ils devraient avoir, et donc moi je vais essayer via mes contenus, via mes idées, via mes vidéos, de les tirer un peu vers ce que j'estime être la bonne façon de vivre sa vie quelque part. Ouais, en fait, il y en a plein qui pop, des nouveaux influenceurs, muscu, etc. Moi, personnellement, j'aime pas ce terme parce que je me considère pas comme étant un influenceur. Bien que certaines idées que je vais donner peuvent influencer des gens. D'ailleurs, je le vois quotidiennement dans mes messages privés. Après, c'est une influence positive. C'est-à-dire que ça va leur permettre de changer de vie, de prendre des résolutions, de comprendre que voilà, cette vie, ce monde, cette société est un grand bal masqué, c'est un grand carnaval. Et on peut en sortir très facilement et faire beaucoup d'argent. À la limite, si j'influence dans ce sens-là, ok, bah, si tu veux. Mais sinon, je considère juste que c'est des contenus que je fais et une certaine parole que je répands. Mais des gens comme ça, il y en a plein qui ont commencé à en faire. Voilà, des contenus comme ça, il y en a plein qui ont commencé à en faire. Et après, donc, la question que tu m'avais posée, c'était... Ton business principal? Ça n'a rien à voir. En fait, ça n'a rien à voir avec Internet, pourquoi on me connaît. Avec le niveau de valeur. En fait, ça n'a rien à voir. Tu vends pas des médailles avec la tête de Napoléon dessus, quoi. Non, c'est pas physique. Il y a rien de physique. Voilà, moi j'ai un business qui est dans une certaine niche. En fait, il calque le business d'influence pour monétiser une certaine audience. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec moi, mes réseaux sociaux. Voilà, à titre personnel, déjà je fais aucun partenariat. J'ai pas la monétisation. Tu fais pas d'affiliation? Je fais pas d'affiliation, rien du tout. En fait, je suis assez indépendant, et si je fais des contenus sur Internet, c'est essentiellement parce que, comme je t'ai dit, c'est des choses que je considère profondément justes, et j'en tire aucun profit sur les vues que je vais faire. Grâce à ce contenu. J'ai pas de... Allez, je dois faire pas grand-chose, je dois faire peut-être 4-5 000 euros sur TikTok par mois. Donc... Et voilà, ça paye le café, quoi. Un café un peu haut de gamme déjà, mais... Un bon café, un bon café. Je te l'accorde. Mais après, je pense que toi, comme moi, tu sais que quand tu as un pied dans l'entrepreneuriat, surtout dans le business en ligne, tu comprends que 4-5 000 euros, c'est que dalle. Oui. Et encore une fois, c'est du chiffre d'affaires en plus, pour ce qui est des revenus qui viennent de TikTok ou de YouTube. Et par rapport à l'investissement que ça demande, je pense aux monteurs, je pense aux caméras, le studio pour aujourd'hui...
ça part très très vite. Ouais, c'est sûr. C'est pas ça qui permet de financer la croissance de quelqu'un sur YouTube, très clairement, je pense que tu seras d'accord avec moi. Ouais, c'est sûr. Après, moi, je me demande des fois comment certains font pour rester rentable à la fin, sachant tous les coûts qu'ils ont. Ouais. Et au final, les cacahuètes que YouTube va leur donner pour les vues, tu vois. Ouais, bien sûr. En fait, il faut savoir qu'au YouTube, par exemple, si tu fais 1 million de vues, toi, ils vont te payer quoi environ 1000, 2000 euros. Ça va dépendre de combien de pubs tu mets sur ta vidéo. Ouais. Mais eux, derrière, ils vont en gagner beaucoup plus. Bien sûr. Et des fois, par exemple, ils vont te dire, vous n'êtes pas éligible à la monétisation. Donc moi, c'était mon cas pendant plusieurs années quand à l'époque, je faisais mes contenus. Donc, ils me donnaient rien. Et je gagnais, je sais pas moi, 4 euros par vidéo, tu vois, qui faisait 1 million de vues. Oui. Sauf que eux, derrière, ils mettaient quand même des pubs dessus. Donc eux, ils faisaient quand même, je sais pas moi, 2, 3 000, 4 000, 5 000. Enfin, en fait, je dis n'importe quoi, ils faisaient beaucoup plus. Ouais, beaucoup plus. Une vidéo d'1 million, ils font au moins 20 000 euros, 30 000 euros minimum. Et moi, ils me donnaient rien. Ouais, ok. Voilà. Et donc, c'est pour ça que moi, je me suis dit, bon, c'est intéressant, c'est marrant les vidéos sur Internet, mais il faut faire quelque chose de concret. Il faut que je me serve de ça comme support pour autre chose derrière. Ben, si tu veux, j'ai lancé ce business que je fais actuellement. Business d'agence, ouais. Voilà, il y a environ 1 an et demi, en ayant rencontré une personne qui m'avait présenté ce business-là quand j'avais fait un voyage d'affaires à Dubaï. Et voilà, du coup, je me suis lancé comme ça. Ok, trop bien. Avant qu'on commence. Ouais, vas-y. Je t'ai juste ramené, je sais que je viens de Bordeaux. Ah, gentil. À Bordeaux, nous avons des spécialités. Ça s'appelle les cannelés. Les cannelés, non, mais je connais pas du tout. Trop bien, je vais les ouvrir. En fait, à la base, c'est des flancs qui ont été oubliés dans un four, de ce que j'ai compris. Alors, c'est la légende qui peut dire ça. Ok. Voilà, mais... Trop bien, mais merci beaucoup. De rien, c'est vrai. Merci beaucoup. Donc, business d'agence. Aujourd'hui, si on totalise toutes les personnes qui bossent avec toi, on pourrait dire des collaborateurs, ça regroupe combien de personnes? Une équipe de combien de personnes à peu près? Au total, après, il faut savoir que ça vient, ça part. Ouais. Il faut aussi différencier les différents business que j'ai, parce que j'ai pas que ça, j'en ai aussi un autre. Au total, en termes d'employés... Si on parle du groupe La Menace. Je dirais qu'on est à environ 20. Une vingtaine de personnes? Une vingtaine, entre 20 et ouais. C'est toi qui les manages en direct? Est-ce que tu as une sorte de directeur général qui gère un peu cet aspect-là? Comment est-ce que tu fonctionnes? Pour les contenus sur Internet, donc tout ce qui va être en rapport avec les vidéos et tout, je préfère garder la main parce que je sais comment ça doit être fait, comment ça doit être géré, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Vraiment, on n'est plus dans le technique, concrètement, tu vois, voilà. Donc j'aime bien le faire, donc je vais gérer les équipes par moi-même. Après, j'ai pas la tête dans tout ce qui est dans la logistique, l'opérationnel. J'ai d'autres personnes. J'ai un directeur, par exemple, qui s'occupe de tout ce qui est... comme on vient de le dire, opérationnel. Voilà, c'est un peu un directeur des opérations. Par exemple, quand je fais des vidéos sur Internet, je sais pas, j'ai une idée de faire une vidéo avec un garagiste pour faire un nouveau covering sur ma voiture. Typiquement la dernière qui est sortie. C'est moi qui vais avoir l'idée de faire ça. C'est moi qui vais décider de comment va se dérouler le tournage. La vidéo, le script, entre guillemets. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça que les gens ont du mal à comprendre sur Internet, notamment ce qu'on appelle les haters, entre guillemets. C'est que plus ils commentent ou plus ils dislikent, en fait, plus ça met en avant le post, algorithmiquement. Tout à fait. Et puis les haters sont des fans. Et les haters... Ah, tu penses ça? Oui. Ah oui, c'est vrai? En fait, moi, je l'ai vécu personnellement. C'est-à-dire que j'ai vu, je sais pas, des gars qui venaient se prendre en photo avec moi dans la rue, tout ça. Bon, ça arrive tous les jours. Et quand des fois, tu t'intéresses un peu au profil du gars qui s'est pris en photo, et ben moi, souvent, enfin pas souvent, mais ça m'est arrivé quelques fois, d'avoir vu, en remontant à la discussion, de voir que ce mec avait par le passé envoyé des messages négatifs. Ou il y en avait un, ça allait encore plus loin, il y en avait un, il avait fait une vidéo qu'il avait postée sur TikTok, il avait fait des vues, alors il avait fait 20 000, 30 000 vues, il avait fait une vidéo où il parlait de moi, genre il me critiquait, et un jour il m'a rencontré dans la vie, et il est venu se prendre en photo, mais gros susboule, mais de fou, tu vois. Voilà, et bon, à l'époque j'avais eu le temps. Puis tu savais pas? Non, je savais pas, j'avais pris la photo, et Et il y en avait eu un autre, c'était quasiment la même histoire, mais sauf que lui, il était carrément dans un tournage, enfin il avait fait un tournage avec des gens, il était présent à un tournage. Et il était là, et il était hyper cirage de pompe à fond. Quand j'ai tapé son nom, je sais plus, sur les réseaux, sur le réseau, tu vois, parce que bon, il faisait partie de l'équipe de tournage, j'ai vu que il avait sorti une vidéo où il avait, pareil, dit des trucs sur moi. Tu vois. Incroyable. Enfin bref. Incroyable. C'est comme dans le film Les Indestructibles. Ouais. Tu l'as vu ou pas? Ouais, je l'ai vu. Le dessin animé. Le dessin animé, le film. Je l'ai vu. Le dessin animé, tu sais, t'as le gosse là qui est fan. Ouais. Il est fan de Monsieur Indestructible. Exact.
puis Monsieur Indestructible, il a pas le temps. Ah, oui. C'est Monsieur Indestructible. C'est Monsieur Indestructible. Et bah du coup, le mec se transforme en fou furieux et il veut tuer Monsieur Indestructible. Ok. Ah, toi, tu penses les haters, c'est un peu ça? Ah, mais je sais pas, enfin, en tout cas, à titre personnel. Oui, tu l'as vécu comme ça. Pour ma part, c'est comme ça. Ok. D'ailleurs, tu vois, je sais pas, alors j'ai beaucoup de personnes qui apprécient mon contenu, qui aiment ce que je fais, et puis je le vois dans les commentaires, je le vois dans les messages privés, c'est vraiment très plaisant et ça me fait plaisir. Mais après, il y a aussi une partie de l'audience sur Internet qui va ne pas trop adhérer, qui va commenter les commentaires, etc. Ouais. Et ben, malgré ça, dans la rue, quand je sors, c'est tout le temps... Oui, t'as jamais eu un mec qui t'interpelle en disant « Ouais, Maxime, c'est toujours « Maxime, j'adore ce que tu fais, serrage de main, je peux te serrer la main, tatati, tatata », ce que j'apprécie énormément, et c'est toujours une partie de plaisir de discuter avec les gens, tu vois, de partager, si c'est fait dans le respect. Tu vois, par exemple, hier, il y a un gars qui est venu, il m'a pas dit bonjour. Enfin, c'est-à-dire qu'il est venu, il a juste voulu se prendre en photo sans avoir dit bonjour avant. Ah oui, ok. Enfin, c'est pas grave, ça peut arriver. Oui. Mais tu vois, bon, j'ai été... Comment dire, c'est pas que j'ai été sympa, mais je veux dire... Au début, j'ai fait ouais. Puis après, il commence à prendre le truc. Il fait non, en fait, non, t'as pas dit bonjour. Ben non. Et là, bon, après, je suis désolé, bonjour. Et là, je fais ok. Tu vois. Ça fait partie des valeurs que je prône. Que tu prônes, ouais. La politesse, le respect, Si tu viens, tu me dis pas bonjour, ça veut dire que quelque part, t'écoutes même pas ce que je dis. Et tu me respectes pas. Tu veux juste ta photo parce que tu veux l'envoyer à un pote ou parce que tu trouves ça cool, t'as vu la menace, t'es content. Mais derrière, moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre de te faire une photo si derrière, t'écoutes même pas la base. Le simple, tu sais, la simple politesse, tu vois. Cette idée un peu de haute valeur, comme tu appelles ça sur tes contenus, comment est-ce que ça t'est venu d'un coup comme ça? Parce que quand tu faisais des pranks à l'époque, moi je regardais un petit peu, tu parlais pas du tout de ça. Enfin, je veux dire, c'était pas la thématique. À quel moment est-ce que tu t'es dit, je vais commencer à essayer de mettre en avant ce modèle-là, qui est un modèle, c'est vrai, je pense qu'on sera d'accord, qui a plutôt tendance à disparaître. On est plus dans le sens négatif, dans le sens positif. À quel moment est-ce que tu as eu le déclic où tu t'es dit, putain, mais en fait, il faut que je parle de ça sur Internet? Alors, déjà à l'époque, j'avais quand même un contenu qui était atypique, dans le sens où l'image de la menace, mon image n'était pas vraiment celle d'un mec fragile, tu vois. Les vidéos tournaient quand même autour d'une certaine forme de masculinité. Et déjà à l'époque, je voyais que ça rentrait pas dans les codes YouTube, je voyais que ça rentrait pas dans la bien-pensance qu'on a aujourd'hui, voilà, qui vient avec ce progressisme qui est en place aujourd'hui en France et dans les pays occidentaux de manière générale. Donc, il y avait quand même une audience qui était assez qualifiée sur les questions masculinité à l'ancienne. Tu vois, j'avais sorti une vidéo avec un campagnard qui s'appelait le Baron. Ok. J'ai sorti comme un vlog. Le vlog était super bien passé. Tu vois, tout le monde disait c'est incroyable, les gens comme ça, on n'en fait plus, c'est bien, la France, etc. Donc, il y avait déjà une audience assez qualifiée pour ces choses-là. Ok. Et le contenu, il suivait derrière. Et après, forcément, quand moi, j'ai arrêté de me faire mes contenus, parce qu'il y a eu plusieurs raisons, notamment des raisons de problèmes avec la justice. Ok. Et juste moi, à titre personnel, je suis un entrepreneur. Donc, même au début, je vais être cru, hein, je faisais pas ça parce que j'étais là content à faire des vidéos dans la rue. À faire des pranks, Voilà, il faut pas... Alors, moi, je comprends l'utilité d'avoir une audience. Tu as 100 000, 200 000, même 50 000 personnes qui te suivent. C'est bon, tu vas faire de l'argent. T'as qu'à trouver un produit de qualité que tu vas mettre en place, que tu vas vendre, tu vas faire de l'argent. Faut pas être, tu vois... Pour toi, c'était du business dès le départ. Dès le départ, il y avait un business plan. De toute façon, je l'ai souvent dit, hein, quand on m'invite dans des podcasts ou quand on me le demande, je suis honnête, tu vois, je dis oui, c'était un business plan. Il y a des gens qui percent parce qu'ils ont mis une vidéo, hop, sans faire exprès avec tonton, hop, c'est devenu viral, le mec, il a surfé sur la vague. Moi, c'est différent. Moi, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une situation de vie où j'étais dans la merde, tu vois, genre, ça faisait quelques mois que j'étais vraiment hébergé chez un pote, après j'ai vécu dans un squat, et du coup, ben, en fait, il fallait que je trouve une solution sans passer par la case, par la mauvaise case, tu vois, et du coup, ben, je me suis dit, bon, bah, c'est soit ça, soit... soit je vais faire des conneries. Voilà, il faut pas faire de conneries, il faut faire des choses bien, et en plus, il faut être utile à la société. Et aujourd'hui, mes contenus, je fais en sorte justement voilà, je fais en sorte qu'ils soient utiles. La stratégie a été de captiver l'attention par du divertissement et de derrière... Utiliser l'audience. Voilà, renouveler le contenu et propulser l'audience vers des accomplissements personnels. Donc, dans la sphère business, là, en l'occurrence. Dans la sphère business, voilà. Et on a beaucoup, si tu veux... Donc moi, j'ai un programme avec des élèves à qui on apprend à faire du business en ligne, justement dans la niche dans laquelle moi, j'ai fait mon argent. Et du coup, bah, ces gars-là, ils me disent souvent
que, en fait, à la base, ils me suivaient pour l'époque où je faisais des contenus divertissants, des pranks, etc. Et ensuite, ils ont suivi la transition. Ouais. Et aujourd'hui, ils ont leur agence, ils font de l'argent, tu vois. Et ça marche pour eux. Mais ouais. Ça marche pour eux. Et c'est ça qui est stylé dans l'équation, c'est-à-dire qu'à la base, le mec, il a été là parce qu'il voulait passer un bon moment, rigoler, parce que voilà, c'est un branleur, tu vois. Ouais. Derrière, j'ai fait une transition de contenu, j'ai commencé à parler de choses sérieuses. Il a capté l'information, il a compris l'intérêt, il a réalisé des choses par lui-même et il s'est lancé. Et ça a marché. Okay. Et en fait, moi, je trouve ça stylé. Genre, personnellement, c'est ce qui me pousse à continuer ce que je fais et à me lever le matin, tu vois, et à vraiment sortir les gens motivation. À donner de la motivation aux autres. Voilà, parce que moi, à l'époque, j'étais derrière la caméra. C'est-à-dire que je voyais... Voilà, j'étais comme eux, tu vois. Ouais. Et je regardais aussi des vidéos de mecs qui avaient réussi et qui motivaient les autres. Et je trouvais ça stylé et ça m'aidait. Et du coup, aujourd'hui, tu sais, ça c'est un peu la roue à tourner. Maintenant, c'est moi qui suis derrière l'écran. Et qui leur dit que les gars, tous ceux qu'on voit là, à la télé, ils disent la vérité, c'est vrai, tu peux sortir de la merde. Ouais. Donc ça vient de là au départ. Ok. C'est ça. La motivation du coup de base, c'était gagner de l'argent, grosso modo. Aujourd'hui, t'en gagnes. Est-ce que t'en gagnes au niveau où tu te dis, bon, maintenant ma motivation, elle a changé? Ou est-ce que t'es pas encore au niveau par rapport à tes objectifs? Non, après, moi, à titre personnel, j'essaie toujours de me dépasser, de faire plus, de toujours être meilleur dans tel ou tel domaine. Donc même si aujourd'hui je gagne bien ma vie, je vais toujours chercher à gagner encore plus. Et même ce que pour quelqu'un de normal paraît fou, environ 150, 200 000 euros par mois, tu vois, ce que je fais par mois, eh bien, pour moi, je comprends que ça reste que dalle par rapport à ce que certaines personnes dans ce monde gagnent. Mais bien sûr, c'est-à-dire que moi, je vais toujours essayer de me comparer à quelqu'un qui gagne énormément ou qui est beaucoup mieux ou voilà, je vais toujours me comparer à une personne qui sera mieux que moi. Parce qu'il y a toujours mieux que toi. Que tu le veuilles ou non, il y a toujours mieux que toi. Et donc, forcément, moi, je considère encore que je ne suis pas un riche. T'es pas à ton objectif. Et je ne suis pas arrivé à mon objectif. Et je pense que, en fait, tu ne seras jamais à ton objectif. Oui, bien sûr. Tu n'y arrives jamais à le... Parce que toi, tu vois... J'avais dit ça sur un podcast dans lequel j'étais passé et ça avait fait vachement débat où je disais que moi, ma matière principale, on va dire, c'est l'immobilier. Mais je le vois vachement comme à la fois un jeu et à la fois une compétition où l'argent n'est pas la seule métrique qui dit ok, bon là je suis pas mal. Il y a aussi cette idée d'accomplissement. Pour ce qui est mon cas par exemple, ça va être d'acheter un garage, puis après d'acheter un appartement, et puis après un immeuble, et puis après un gros immeuble, et puis après un très très gros immeuble. Est-ce que toi pareil, il y a des sortes de steps comme ça que tu vas passer, ou c'est uniquement un montant, je gagne entre 0 et 10 000, entre 10 000 et 20 000, entre 20 000 et 50, entre 50 et 100, ou est-ce que derrière il y a autre chose, une autre métrique pour toi? Là, pour l'instant, je suis vraiment dans le cadre où je suis en train de faire du cash flow. Une machine à cash. Là, je génère du cash parce que le business dans lequel je suis, il permet de vraiment générer beaucoup de cash. C'est pas comme par exemple dans l'investissement immobilier où tu vas créer du patrimoine sur le long terme. Non, nous, les méthodes qu'on a, elles permettent de faire beaucoup d'argent et rapidement, tu vois. Même si ça sonne bullshit, dit comme ça. Mais c'est réel. C'est le monde du business en ligne. C'est-à-dire que le business en ligne, il a révolutionné la façon de faire de l'argent par rapport au système traditionnel. Et des choses comme ça sont possibles. Donc, pour l'instant, je me focalise sur cette usine à cash, cette imprimante de billets, en gros, que j'ai, tu vois. Et derrière, bien évidemment, j'investis. Mais pas, pour l'instant, c'est pas ton focus principal. C'est pas ma préoccupation principale, mais je vais y venir d'ici quelques années, tu vois. C'est-à-dire que, bien sûr. Voilà. Mais là, après, je coffre. C'est-à-dire que j'investis, mais c'est pas dans de l'IMO. Ok, trop bien. On a parlé, juste avant qu'on vienne sur le plateau de podcast, de tout ce qui était blason de famille, comme on en a discuté. Moi, j'ai créé mon propre blason de famille et j'ai une vraie volonté derrière de transmettre quelque chose à mes descendants. J'ai même fait une étude il n'y a pas longtemps où j'ai remonté tous mes ascendants jusqu'au Moyen-Âge. Donc je sais d'où est-ce qu'ils viennent, quel était leur nom, leur prénom, et j'ai tout le lien de sang jusqu'à moi. C'est un truc qui me passionne. Est-ce que toi aussi, tu as déjà pensé à créer quelque chose? On avait une opinion un peu divergente par rapport à ça justement quand on en discutait, où moi je disais que j'avais envie de transmettre vraiment beaucoup à mes enfants. Toi tu disais non, moi au contraire, c'est pas trop mon délire, ou c'est pas ma perspective. Pourquoi est-ce que tu te dis, bah tiens, je crée quelque chose, pourquoi je le transmettrais pas à mes enfants? Tu as un avis divergent par rapport à ça, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Alors premièrement, l'histoire de ton blason, c'est hyper intéressant. Je t'avais dit que c'était stylé d'avoir fait ça, parce que moi aussi je compte le faire. Trop bien. Le but, c'est de créer un empire. Et tout empereur doit avoir son blason. Exact. Mais après, forcément, il y a
le revers de la médaille, je pense qu'il faut voir la situation de différentes perspectives. Ouais. D'un côté, je te suis complètement. Moi aussi, j'ai envie de créer un empire. Je veux une dynastie. Une dynastie, je veux beaucoup d'enfants, je veux qu'ils fassent tous du sale, etc. D'un côté, il y a ça. D'un autre côté, je suis quelqu'un qui veut pas avoir, tu vois, des enfants pourri gâtés. Moi, j'ai rien eu dans ma vie, on m'a rien donné. On m'a donné une éducation, on m'a donné des coups de ceinture, on m'a fait comprendre la vraie vie à travers cette chose-là. Et c'est ce qui m'a permis, si tu veux, de faire des trucs, de faire ce que j'ai fait. C'est-à-dire que moi, comme je t'ai dit, je suis parti de 0-0, je suis parti en bas de l'échelle et mon succès, je vais le devoir qu'à moi-même. Je suis remerciant à mes parents pour avoir transmis des valeurs que je donne aujourd'hui sur Internet, mais en termes de capitaux, j'ai rien eu. Et c'est ce qui m'a permis, voilà. Donc, pourquoi moi, je devrais donner à mes enfants des capitaux? Tu vois, parce que si aujourd'hui je suis l'homme que je suis, c'est grâce à ça, à la merde à travers laquelle je suis passé pour avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Donc je me dis, si mes enfants, je leur donne déjà de base un capital, un certain confort, peut-être que ça va être des p***, tu vois. D'un côté, j'ai envie de me dire que ok, pour créer un empire, il faut leur donner des billes pour qu'ils commencent avec quelque chose. Mais d'un autre côté, je me dis, et si ce qui se passe, l'effet que ça va donner, c'est que ça va créer des courgettes, tu vois. Ouais, bien sûr. Et c'est pas l'objectif non plus. Non, donc je suis mitigé. Est-ce que tu aimerais que tes enfants, le jour où tu en auras, ils bossent avec toi? Toi, tu n'as du coup jamais travaillé avec ton père, si je comprends bien. T'aurais aimé? Travailler avec mon père? Ouais. C'est quelqu'un de très... Alors, il est compliqué, si tu veux. C'est quelqu'un j'aime mon père, j'ai beaucoup de respect pour lui. Pour moi, c'est comme ça que j'ai été éduqué. Et je ne me permettrai pas de le critiquer ou de dire du mal de lui. Mais je peux quand même comprendre, pour moi, que je ne pourrais peut-être pas faire de business avec lui parce que on n'a pas la même vision. En tout cas, le business, comme moi, je suis en train de le faire aujourd'hui, lui, de toute façon, il est d'une autre génération. Bien sûr. Il est dans des choses qui sont différentes. Et ce serait un kiff pour toi que tes enfants te rejoignent dans un... Tu vois, on parlait ce midi de la famille Arnaud, de la famille Mullier, de la famille Trump. Est-ce que c'est un truc où tu te dis, faire du business avec mes enfants serait trop cool C'est un truc qui te fait rêver ou sans plus? J'en ai pas encore des enfants. Je peux pas savoir. Je peux pas savoir. Mais je pense que oui, je pense que ce serait intéressant, mais encore une fois, il faut pas qu'il y ait ce côté, t'es enfant pourri gâté. J'en ai côtoyé des comme ça. J'ai vécu en Russie et j'en ai vu des tonnes des enfants pourri gâtés. Alors là-bas, cet effet-là, il est, je pense, à son paroxysme. En France, il y a du niveau déjà, mais là-bas, c'est abusé. Et donc j'en ai vu toute mon enfance, des mecs comme ça, et c'est pas des gens qui m'intéressent. C'est pas des gens qui t'ont inspiré. Non, pas du tout. Et puis surtout, tu sais, on dit souvent, le père, alors voilà, le grand-père va construire, le père va développer, et non, alors c'est le père va construire, le fils va développer, et le petit-fils, il va tout niquer, il va tout brûler. Voilà. Et tu vois, c'est un peu ce côté-là, des fois, qui me fait me questionner sur est-ce que... Il n'y a pas encore de Madame la Menace, pour l'instant? Non. Toi, plus tard, tu te vois vivre plutôt en France, plutôt à l'étranger, plutôt retourner en Russie. Si tu avais le choix, et sans parler de l'aspect fiscal, business ou quoi que ce soit, par rapport au mode de vie, est-ce que tu te sens plus un mode de vie russe, un mode de vie international, un mode de vie français? Tu viens de Bordeaux, je crois. Où est-ce que tu te verrais si tu devais choisir? Honnêtement, je trouve que la France, c'est un très beau pays pour vivre si tu vis dans le bon quartier. Aujourd'hui, moi, je vis dans un des meilleurs quartiers, dans le meilleur quartier de Bordeaux. La situation me le permet. Donc aujourd'hui, je suis bien. Par contre, si tu vis dans un quartier de merde, bah, moi, je me connais, ça pourrait pas durer longtemps, tu vois. Et en fait, j'ai pas envie de finir en prison parce que je vais faire mal à quelqu'un qui aura essayé de me faire mal à moi. Donc, je pense que pour ce niveau, pour cette question-là de la plaisance de vie en termes de sécurité, c'est sûr que la France n'est pas un pays où il fait bon vivre, parce qu'il y a de l'insécurité, c'est un sentiment qui est réel. Bon, moi, je me sens pas en insécurité, mais je sais que les femmes, de manière générale, elles se sentent en insécurité. Même ma mère m'a déjà dit qu'elle se sentait en insécurité. Si quelqu'un touche à ma mère, tu comprends ce qui se passe. Bien sûr. C'est logique, je pense que c'est normal. Il y a pas de... Tu vois, je suis quelqu'un, j'ai du sang-froid, je suis quelqu'un de très calme. Mais il ne faut pas toucher aux gens que j'aime, tu vois. Bien sûr. Et je sais que si tu veux fonder un foyer, si tu as des enfants, une femme, etc., c'est vrai que c'est compliqué sur ce plan de... De la sécurité.
Voilà, sur ce plan-là. Après, la France, c'est un pays magnifique en termes de culture, de tradition, de valeurs, en fait. Hein, parce que, bon, même si aujourd'hui, le progressisme a fait son chemin, de base, la France est quand même le pays qui a révolutionné le monde. Bah, en fait, c'est le pays qui a révolutionné ce monde dans plein de domaines. La restauration, l'hôtellerie, la nourriture, l'art. Tu vois, il y a quand même une histoire folle en France. Et moi, j'adore ce pays. Alors, je suis peut-être pas français. Je suis peut-être pas français comme le sont certaines personnes comme toi, par exemple. Ouais. Je suis français qu'à moitié, mais je me sens 100% français. Je me sens patriote. Et je peux, par exemple, critiquer la France sur certains aspects, mais c'est des aspects en fait qui ont changé là, ces derniers temps. Globalement, sinon, j'adore ce pays. Si tu dois afficher un drapeau dans ton bureau, drapeau russe, drapeau français, les deux. Moi, il y a les deux. Ouais. Les deux. Moi, j'ai les deux. Ah oui, c'est vrai ? Ouais. Parce que moi aussi, j'ai un drapeau français dans mon bureau. Ah, bah c'est bien, tu vois. Vrai de vrai. Mais moi, dis-toi, je suis allé encore plus loin. J'avais... bon, là, j'habite plus dans un immeuble. Mais avant, quand j'avais un appartement au dernier étage, là, et ben, j'avais mis un énorme drapeau français et un énorme drapeau russe sur mon balcon. Des deux côtés, ouais. Des deux côtés. Et en plus, tu sais, il y avait l'opération spéciale en Ukraine qui venait de commencer. Moi, j'avais les deux drapeaux qui flottaient comme ça. Voilà. Et ils ont flotté tout le temps, en fait. Jamais personne n'a rien dit, jamais personne n'est venu me voir, jamais il n'y a rien eu, tu vois. Ah ouais, jamais une remarque des voisins. Rien. Ah, c'est fou, j'aurais pensé que si pourtant. Eh ben non, que dalle. Même dis-toi, ma voisine du dessus, elle m'avait toqué à ma porte, elle m'a dit j'adore, franchement c'est super, j'adore la Russie, vous venez boire le thé quand vous voulez. Dédicace à Madame Blanc. Trop bien. T'es plutôt optimiste, pessimiste sur l'avenir de la France, neutre? Je suppose que justement si t'es patriotique, c'est des sujets actuellement qui questionnent, qui inquiètent. Moi je sais qu'en tout cas, ayant pas mal d'amis, pareil, qui sont... franco-français dans le cœur, dans le sang, à fond. Il y en a beaucoup qui sont inquiets parce que on ne sait pas trop dans quelle direction on va. On a l'impression qu'on y va quand même les deux pieds devant. Quel est ton avis par rapport à ça ? C'est vrai qu'on peut ressentir quand même qu'il y a un certain éveil qui se passe aujourd'hui chez la jeunesse. Après, le verre est déjà dans le fruit. Ok. C'est-à-dire que c'est quand même allé très loin en termes de modernité, de progressisme, on y revient, hein, c'est ça qui nique tout. Et il y a quand même beaucoup d'hommes très très faibles en France. Donc pour redresser le pays, il va falloir que les gens sortent de leur zone de confort. Est-ce que tu connais le proverbe, je sais plus, moi je l'ai entendu, je crois que c'était le prince de Dubaï ou le roi de Dubaï qui l'avait dit, quand les temps sont difficiles, ça crée des hommes forts. Quand les hommes forts sont au pouvoir pendant trop longtemps, ça crée des temps faciles. Et quand il y a des temps faciles pendant trop longtemps, ça crée des hommes faibles. Et quand il y a des hommes faibles au pouvoir pendant trop longtemps, ça recrée à nouveau des temps difficiles. Et moi, j'ai l'impression, tu me diras si c'est le cas, mais qu'on a eu une vie qui a été très facile pour toute une génération, grâce notamment au système social, le chômage. J'ai publié hier sur mes réseaux sociaux un mec qui a fait un réel qui était incroyable, où il disait, voilà, je suis à La Réunion et je suis au chômage, mais je suis en vacances, parce que quand tu es chez Pôle emploi, tu as le droit aussi de poser des jours de congé. Et c'est pas une connerie. C'est-à-dire que tu peux être au chômage, donc tu n'as pas de travail, mais tu poses quand même des jours de congé. Et le mec mettait un réel où il disait, moi, du coup, j'ai pris au mois de mai, parce qu'il y a plus de jours fériés, mais je suis en vacances et au chômage. Et c'est vrai qu'on voit quand même les limites d'un système social, où quand tu enlèves l'autonomie aux gens, parce que moi je pense que c'est vraiment ça qui s'est passé, c'est pas qu'on s'est dit on va faire un système social parce qu'on veut aider tout le monde. Il y a eu une intention quelque part aussi d'enlever l'autonomie des gens. Et quand t'as jamais eu l'habitude, que ce soit tes grands-parents, tes parents ou même toi, de payer l'école, de payer les soins, de payer l'entretien des routes, rien grosso modo, forcément t'as pas cette culture ou cette mentalité, on va dire, d'aller chercher plus. Et je pense que trop de social tue le social. Et je sais pas si toi ça rentre aussi en compte dans ton calcul, où tu disais de plus en plus d'hommes faibles, de gens faibles de manière générale, où les gens font de moins en moins d'efforts, ils veulent plus forcer, ils veulent plus trop travailler, ils veulent plus... Est-ce que tu penses qu'il y a une solution à ça, ou est-ce que tu penses que c'est une cause perdue ? Moi je te rejoins parfaitement sur le fait que les gens aujourd'hui ils sont assistés, forcément ils deviennent faibles. Et il y a des pays où il y a un système social vraiment beaucoup moins développé en tout cas que celui qu'on a en France, et qui fonctionne très bien. Regarde, je vais te prendre l'exemple de Dubaï. Là-bas, à Dubaï, si tu ne travailles pas, tu dégages. Ouais, bien sûr. C'est l'opposé. Voilà, tu viens pour glander, tu te casses. Tu n'as pas ta place ici, tu dégages.
Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et en vrai, ça marche très bien. T'as pas un seul chômeur à Dubaï, t'as pas de clochard, t'as pas de branleur en fait, tu vois. Et ils ont pas le temps de s'emmerder, donc je sais pas, d'aller foutre la merde dans la rue, casser des panneaux publicitaires, etc. Ils ont même pas le temps de faire ça parce qu'ils travaillent tous. Et même un autre truc, à Dubaï, je crois, alors moi je bois pas d'alcool, je consomme pas de drogue, etc. Mais là-bas, s'ils veulent boire de l'alcool, ils doivent demander à avoir une carte de consommateur d'alcool. Voilà. Tu demandes une carte, ils analysent ton profil, ils regardent est-ce que tu travailles, est-ce que tu es en place. Et seulement après, ils te donnent la carte avec laquelle tu peux acheter de l'alcool. Ce qui se passe, c'est que si jamais tu perds ton travail ou ton entreprise, je sais pas, elle coule ou il y a un truc comme ça, ils te reprennent ta carte. Ah oui, c'est vrai? Ouais, comme ça, je savais pas. Le schéma de mon travail, ma femme m'a quitté, j'ai perdu mon boulot, ma vie c'est de la merde, allez, je vais aller m'empiffrer de vin rouge et comme ça je vais oublier mes problèmes. Ce schéma n'existe pas parce qu'on te reprend ta carte, donc tu n'as plus le droit de boire. On te la rendra quand tu vas retrouver un travail, quand tu vas te sortir les doigts du cul. T'imagines le délire? Oui. Ouais, mais tout le monde critique Dubaï en mode ouais, Dubaï c'est pas bien, Il y a les côtés négatifs de Dubaï, il y en a plein, je nie pas, enfin il y en a plein, il y en a quelques-uns. Mais derrière... il y a aussi certaines choses qui sont peut-être à copier-coller. C'est incroyable ce qui se passe à ce niveau-là. Il y a d'autres niveaux aussi à Dubaï, tu vois. Et les gens qui critiquent sont souvent ceux qui n'y ont jamais mis les pieds. Tu vois, c'est comme on dit, un millionnaire ne te critiquera jamais parce que tu ouvres un nouveau business. Un bodybuilder ne te jugera jamais parce que tu viens de t'inscrire à la salle de sport. Bref, ceux qui ouvrent leur gueule, c'est que des mecs qui ont connaissances. C'est un mec qui n'ont aucune expérience, qui eux sont des merguez, tu vois. Aujourd'hui, moi j'ai vécu une expérience quand j'étais plus jeune, je pense que ça va te parler. Mes parents, moi, ils aimaient beaucoup voyager et on a fait beaucoup de pays pauvres plutôt. Et je me rappelle d'une fois, on est parti en vacances en Jordanie pour aller visiter Petra. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. Les ruines de Petra. Exactement, qui sont assez incroyables. Et c'était l'époque, moi j'étais en 4e, 3e, où on commençait à parler beaucoup à la télé de développement personnel. Moi, je regardais des gars comme Franck Nicolas, Tony Robbins. C'était vraiment le tout début. Et je me souviens avoir acheté 2-3 livres de psychologie un petit peu. Et à m'intéresser à cette sphère-là. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à penser à devenir médecin. Et on va en Jordanie, on va visiter Petra, puis on avait un guide qui était local évidemment, et je lui pose la question de manière un peu innocente, je lui dis est-ce que chez vous, parce que chez nous on a un problème en France, c'est qu'en ce moment il y a beaucoup de gens qui font un burn-out. Il me dit bon, c'est quoi un burn-out? Je lui dis en fait c'est des gens qui travaillent trop et en fait ils travaillent tellement que d'un coup ils n'arrivent plus à travailler parce qu'ils n'ont plus le moral, ils tombent en dépression et tout ça. Et je lui dis est-ce que chez vous, naïvement, est-ce que chez vous vous avez aussi ce problème-là? Parce que bon, la vie est quand même pas facile. Il me dit mais chez nous on n'a pas le temps de déprimer. Parce que si on déprime, on ne peut plus manger. Et je me souviens d'avoir eu une prise de conscience à ce moment-là, où je me suis dit, ah ouais, ok, donc le modèle du monde est complètement différent, alors que c'est pas si loin. C'est une culture qui n'est pas si éloignée de la nôtre au final, mais tu vas d'un pays à l'autre, les conditions sociales des gens et la manière dont ils voient le travail, la labeur, la vie au sens large, elle est complètement différente. Je pense que tu l'as vécu vu que tu as le comparatif entre la Russie et la France. Est-ce que tu penses que la vie en France est trop facile? Est-ce que ce serait ça un peu le résumé de nos discussions Est-ce que tu penses que c'est ça? D'un point de vue professionnel, ouais, c'est facile vu qu'ils t'aident. Si tu es en bas de l'échelle, ils vont t'aider. Par contre, si tu veux faire des choses intéressantes dans ta vie, comme te lancer dans le business, là, on va te casser les genoux direct, on va te prendre la moitié de tes revenus. Donc, en fait, on va aider les branleurs, tu vois, on va aider les feignants à survivre et on va absolument... En fait, comme on dit, tu vois, apprends à un pêcheur, enfin un homme à pêcher, il pêchera toute sa vie, donne-lui un poisson, il vous fera un jour. Donc en fait là c'est pareil. Il leur donne par mois. Tu penses qu'aujourd'hui on donne trop de poissons et on n'apprend pas assez à pêcher? Mais bien sûr, faut leur mettre des claques, leur dire va bosser. Si tu fais, c'est-à-dire que bon, moi tu vois, j'ai quand même un côté humain en moi qui fait que j'ai de la compassion. Des fois quand je vois un mec dans la rue qui va venir me voir pour me demander une pièce, je vais avoir de la compassion, donc j'ai mon côté humain qui ressort et je vais toujours... Et je vais tout le temps donner, en fait. Je donne tout le temps. Mais du coup, au fond, je le regarde, tu sais, et je vois partir, et je me dis, mais en fait, t'as 2 bras, 2 jambes, fils de p***. Va bosser, qu'est-ce que tu fais là? Tu vois, t'as 20 ans, t'as 30 ans, bosse. T'as des gens, ils sont là, ils ont pas la santé, ils ont rien, tu vois, ils ont des situations hyper compliquées. Et ils trouvent le moyen de quand même aller faire quelque chose, tu vois, avec le peu de santé qu'il leur reste. Ces mecs-là, c'est tous des branleurs. Et pourquoi ils font ça? C'est juste parce qu'ils savent qu'ils ont la sécurité qu'ils auront encore
du pain, voilà, parce que revenu, de quoi vivre. L'État va leur donner. Et puis surtout que s'ils étaient dans un autre pays, exemple la Russie, où tu bosses pas, t'as rien, bah là, tu suces des cailloux, tu vois, tu manges rien, tu crèves. Ah bah tu crèves. Donc là, et en plus que beaucoup de punk à chiens, de mecs comme ça, bon alors je donne pas aux punk à chiens, parce que eux c'est encore au-delà du truc, c'est parce que je crois qu'ils font exprès d'être comme ça, parce que c'est une politique, c'est limite un mouvement en fait. Okay. Bon, moi je vais donner à des gars qui auront peut-être... où ça se voit qu'il y a un autre... Qui sont vraiment dans le besoin. Voilà. Mais par contre, tu as les punk à chiens qui, eux, ils ont maman-papa qui est pas loin, tu vois, qui a un appart là, dans le 16e, quelque part à Paris. Et eux, ils décident d'être à la rue parce que c'est stylé, parce qu'ils ont écouté une musique de, je sais pas, de California Dreaming. Et c'est bon, voilà, vive One Life, tu vois. T'en as beaucoup des comme ça. Ça, c'est impensable. Il y a des pays où c'est impensable, où ils donneraient tout. Genre, moi, je suis allé à Cuba il y a pas longtemps. La misère que j'y ai vue de mes propres yeux, elle dépasse elle dépassait toutes mes attentes. Oui. Je me disais, ok, je vais dans un pays... Ça n'a rien à voir. Voilà, un peu pauvre. Mais en fait, quand j'étais devant le fait accompli, j'ai vu que c'était ultra pauvre. Ouais. Les petits Cubains, là, mais ils donneraient tout pour aller vivre en France, avoir l'opportunité d'avoir un travail, voilà, et de travailler, tu vois, de faire quelque chose. Ils donneraient tout. Et tu as des sgegs qui, aujourd'hui, vont faire exprès de se branler les couilles parce qu'ils savent que derrière... Ils ont le RSA qui tombe. Il y en a certains, ils vont s'inventer des maladies imaginaires, donc ils auront la hache. Il y en a d'autres, ils savent que dans tous les cas, ils vont aller dans les beaux quartiers, et ils vont demander des pièces et la gauche caviar va leur donner, tu vois. Ouais. Tu vois, donc, non, c'est clair. T'as déjà pensé à faire de la politique ? Non, mais en fait, quelque part, vu que c'est des sujets qui touchent un peu la politique... C'est sur quoi j'allais rebondir. Voilà, les gens, ils vont déjà me catégorifier comme étant d'un certain bord, alors que moi, personnellement, je ne me... situe nulle part. Je suis un homme, je dis ce que je pense, j'ai été éduqué de cette façon-là. Personne m'a dit comment il fallait penser dans cette vie, dans le sens où j'ai pas lu quelque part sur un article de presse qu'il fallait penser comme ça ou que c'était bien comme ça, parce que de toute façon, on ne trouveras pas des articles de presse comme ça. Mais c'est des choses que j'ai A, constatées naturellement, B, acquis en ayant vécu dans un environnement qui a encore des hommes forts qui disent ces choses-là. Tu vois, donc forcément, quand tu grandis dans un pays où tu vois que des hommes forts, que des personnes qui sont solides, bah, tu comprends que, ok, ça, c'est normal. Par contre, j'arrive en France, je vois des mecs en crop top, non, ça, c'est pas normal. Si tu étais, pas forcément président, mais si tu étais une personnalité politique qui a le pouvoir de changer des choses dans notre modèle français, quelle est la mesure qui serait la plus forte de ton programme, s'il y en avait une ? Si on se projette dans la tête où la menace, ça y est, il est ministre de je sais pas quoi, peu importe, et tu as la possibilité de changer les choses pour de vrai, sans parler de lobbying, etc. Tu peux vraiment le faire. Quelle serait ta mesure la plus forte ? Là, tu vois, tu commences à rentrer dans des sujets politiques. Mais écoute, en vérité, je pense que j'aurais réglé le problème de l'insécurité en France en armant la police beaucoup plus, en leur donnant beaucoup plus de pouvoir. Okay. J'aurais resserré les vis à ce niveau-là. Okay. J'aurais arrêté de donner de la thune. Plus de règles. Beaucoup plus de règles. J'aurais arrêté de donner de la thune comme ça aux branleurs qui foutent rien. Tout ce qui est les allocations pour des gens qui ne foutent rien, qui foutent la merde, ça j'aurais viré. Tout ce qui est RSA pour pareil les drogués, les camés, j'aurais arrêté. J'aurais créé des centres de réhabilitation propres pour les personnes droguées, parce qu'aujourd'hui tu as des centres de réhabilitation pour les personnes qui ont des addictions, mais ça ne fonctionne Bien pas. Sûr. Le Carude parmi les plus connus. C'est de la branlette. T'as les gens, ils vont dealer dans les cours des hôpitaux psychiatriques. Je l'ai vu de mes propres yeux, tu vois. Okay. J'aurais peut-être accès... Plus de règles, plus de sécurité. Je me serais concentré sur ce qui se passe à l'intérieur du pays, en fait. Parce qu'aujourd'hui, la France, c'est un beau pays. Ouais. On peut changer plein de choses pour rendre ce pays meilleur. Et en fait, c'est possible de faire en sorte que la vie soit plaisante. Là, aujourd'hui, la seule chose qui, pour moi, comme je te l'ai dit au début de ce podcast, fait qu'en France, c'est vrai que c'est pas plaisant, il y a un sentiment qui est chiant, et ben, c'est le fait de vivre dans une ambiance tout le temps où, moi, en tant qu'homme, quand je sors, je sais pas qu'est-ce qui va... T'es tendu. En fait, je suis pas tant tendu que ça parce que j'essaie de rester calme, tranquille, mais je sais qu'il y a toujours un risque qui n'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait ce risque-là, où il va falloir que je fasse preuve de sang-froid, que je me contrôle à un moment donné pour rester, parce que voilà, aujourd'hui, je me bats pas, tu vois, j'essaie d'éviter les embrouilles. Et je dois faire attention à ces choses-là. Je n'ai pas envie de finir entre quatre murs parce qu'aujourd'hui j'ai trop à perdre. Mais après, en tant que protecteur, je sais que, comme je t'ai dit, j'ai une mère, j'ai une sœur aussi. Si un jour j'apprends qu'il leur arrive quelque chose, tu vois, c'est... Ouais, tu perdrais ton sang-froid. Je perdrais mon sang. Pas que je perdrais mon sang-froid, mais tu
tu vois. Ou si, je sais pas, je suis en balade en ville avec ma mère, par exemple. Ouais. Je la laisse 2 secondes. Il y a un truc qui se passe, je sais pas, X conneries. Tu vois, ça pourrait amener à des gros problèmes. Ouais, j'ai pas envie d'avoir des gros problèmes. Ouais, et aujourd'hui, il y a des pays où tu n'as pas ce souci-là. Tu ne te poses pas la question de est-ce que je vais devoir faire attention à mon sac à main, Voilà. Est-ce que je risque gros parce que j'aurais défendu une personne que j'aime. Aujourd'hui, par exemple, quand tu regardes la France, en termes d'imposition, c'est un des pays les plus taxés au monde. C'est le pays le plus taxé au monde. C'est vrai, le pays le plus taxé au monde. Moi, je vois les pays comme des entreprises. En fait, c'est une entreprise, la France. Donc, elles vendent un produit. Donc, c'est le produit le plus cher du marché. Mais la vie que tu as, c'est quoi? Genre, tu sors, ça pue la pisse. Y a un mec qui va te donner un coup de seringue avec du VIH dessus. C'est sale, c'est dégueulasse. L'école, on dit à des enfants que c'est bien d'être pédé, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, c'est un pays qui a un produit en fait, le produit est beaucoup trop cher. Tu vois, genre, à la limite, vous baissez le prix du produit, ok, mais alors changez le produit. C'est-à-dire que le produit que vous vendez, que le gouvernement français vend aujourd'hui, il va pas du tout. Il n'est pas du tout à la hauteur. Il n'y a pas un bon rapport qualité-prix. Il n'y a pas un bon rapport qualité-prix, tu vois. Si tu devais, du coup, tu disais qu'actuellement, tu étais plus dans une démarche de faire tourner la boîte à cash. Si aujourd'hui, tu devais te lancer dans un domaine d'investissement entre, je sais pas, la bourse, les startups, l'immobilier, vers quel actif tu te tournerais et pourquoi? Vers l'immobilier. Après, là, il faut savoir que j'ai déjà un peu investi dans des startups. On m'a dit, tiens Max, si tu veux mettre des billes là-dedans, tac, tac, tac. J'ai mis. Donc, je ne me suis pas vraiment intéressé plus que ça à la question. Et j'ai pas... en fait, j'ai mis ça en me disant, bon, allez, je mets ça... C'est un coup de poker. Un coup de poker. Je pense que l'immobilier est en effet un bon placement parce que, donc, non seulement tu peux faire tu vas faire grossir ton patrimoine, il va prendre de la valeur avec le temps, mais après, tu vas être rentier avec les locations, avec le fait de le mettre en location. Donc, c'est du gagnant-gagnant et je pense que c'est beaucoup plus sécurisé que toute autre forme d'investissement. Ouais, mais du coup, tu ferais pas forcément de l'immobilier en France. Tu es plutôt, on disait, à Dubaï ou en Russie. Ouais. Pourquoi pas, ouais. Pour l'instant, je me suis pas penché sur la question, donc je vais pas dire des... bien sûr. Je vais pas te donner de réponse, je peux pas... Quand je dis quelque chose, j'essaie d'être quasiment sûr de ta réponse. De la réponse et de ce que je suis en train de dire. Donc je vais pas prendre la position sur des choses dont je n'ai pas la main, sur lesquelles je n'ai pas la main. D'ailleurs, comme quand tu m'as parlé des enfants. Oui. J'ai pas d'enfants encore, donc je peux pas te dire comment je serai. Oui, difficile de se projeter. Voilà. Mais je sais qu'à titre perso, même avant d'avoir ma petite fille, j'avais déjà une vision un peu de transmission, je pense. Et puis certains domaines dans lesquels il allait y avoir des choses importantes pour moi à transmettre, qui me paraissaient en tout cas importantes pour le futur. Et moi, souvent, on me pose la question de... moi, je dis que je veux transmettre beaucoup de choses à mes enfants, le plus possible. Et que mon objectif, c'est que le patrimoine que j'ai aujourd'hui, ça puisse être le point de départ du patrimoine de mes enfants, qui sera aussi le point de départ du patrimoine de mes petits-enfants. Et souvent, et d'ailleurs, on en parlait ce midi, on n'était pas forcément d'accord. Une des raisons pour lesquelles moi, je vois les choses comme ça, c'est que je suis pas sûr à 100% que la vie en France va être de plus en plus facile, même si j'ai espoir, parce que... je suis un vrai patriote. Moi, je fais partie des Français qui connaissent l'appel du général de Gaulle par cœur. D'accord. Tu vois, il n'y en a pas beaucoup. Non. Et moi, j'avoue que je connais l'appel du général de Gaulle par cœur. Donc, je suis un vrai... j'aime vraiment les valeurs et l'histoire de la France. C'était ma matière préférée, même d'ailleurs, quand j'étais au lycée. Mais je ne suis pas sûr que la vie va être de plus en plus facile. Peut-être qu'elle va être de plus en plus difficile. Et quand tu as une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine, une centaine d'appartements comme point de départ dans la vie est quand même plus douce que quand tu pars de zéro, surtout quand le milieu autour de toi est difficile. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'avoue que j'ai un peu cette perspective de transmission, mais pas n'importe comment. On disait tout à l'heure qu'il fallait inculquer des valeurs, notamment la valeur travail, qui est super importante et qui aujourd'hui se perd de plus en plus. Mais c'est vraiment un point central, une clé de voûte. Et j'en reviens au blason de famille. Moi, la réflexion que j'ai eue par rapport à ça, c'est grosso modo, il y a 3 manières pour moi de transmettre quelque chose qui est presque inconscient à ses enfants. La première, c'est un étendard, un blason, et c'est pour ça qu'à une époque, on parlait des armoiries, etc., etc. La deuxième, c'est un livre, et c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de gens qui ont écrit un livre et puis qui a donné un peu les valeurs à suivre pour le reste de la famille ou le reste d'un pays, même carrément. Et la troisième, c'est une entreprise ou un projet de famille. Et des familles comme la famille Arnault, comme la famille Mullier, sont pour moi des vrais
moi, ce serait l'ultra kiff. Si je pouvais être grand-père, avoir tous mes petits-enfants, où chacun travaille dans une filiale de l'entreprise et qu'on est tous dans un bon climat où tout le monde se tire vers le haut, pour moi, ce serait l'ultra kiff. Ce serait le 10 sur 10, je pense. Toi, si tu devais donner ton 10 sur 10, à titre personnel, aujourd'hui, avec le recul que tu as, quelle serait la vie idéale? Où est-ce que tu te vois au top du top, dans le meilleur des scénarios, dans 10 ans, par exemple? Dans 10 ans, après, comme on peut pas non plus... Ouais, c'est de la spéculation. Ouais, c'est ça, c'est de la spéculation. Après, je pense que la vraie réussite, c'est en effet d'avoir une famille. Okay. La vraie réussite, c'est d'avoir des enfants, une femme avec qui tu as vécu ta vie. Tu vois, c'est quand à la fin de ta vie, tu vois, tu regardes un peu sur la frise chronologique et tu fais le point. C'est vrai que, alors au-delà de tous les achèvements que tu vas faire professionnels ou financiers, il y a aussi la case, voilà, est-ce que j'ai trouvé mon partenaire de vie. Mon partenaire de vie, est-ce que j'ai réussi à fonder un foyer avec? Est-ce que j'ai des enfants? Je laisse une descendance? Et est-ce que je me suis bien occupé aussi de mes parents, de ma famille, de manière générale? Voilà, parce qu'en fait, ils ont fait une étude auprès de personnes âgées en leur demandant tout simplement quel est, si vous en avez un, le regret qui vous tracasse aujourd'hui en étant vieux. Qui vous hante le plus. Qui vous hante, sachant que il vous reste plus beaucoup à vivre. Ils ont tous dit, en gros, qu'ils regrettaient de ne pas avoir passé assez de temps avec leurs parents, avec leur famille, avec leurs amis. Avec leurs amis d'ailleurs, beaucoup. Okay. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui je passe beaucoup de temps avec mes amis. Est-ce que tu fais partie des gens qui considèrent certains de ses amis comme sa famille? Oui. Oui, j'ai des amis, pour moi c'est comme mon sang, c'est pareil. Je passe beaucoup plus de temps avec eux qu'avec, je sais pas, ma propre famille, tu vois. Quand je fais le point, c'est vrai, tu passes plus de temps avec tes amis qu'avec ta famille. Ouais, c'est clair. Donc moi je considère que les amis, c'est comme la famille qu'on a choisie. Comme la famille qu'on a choisie. C'est une belle manière de voir les choses. J'essaie en fait de passer le plus de temps possible avec les gens que j'aime, que ce soit ma famille ou pas. Et forcément, si tu as une femme que t'aimes, tu vois, tu seras heureux d'avoir vécu ta vie avec. Ouais, c'est certain. Donc c'est hyper important. Regarde, tes parents, ils finiront par mourir avant toi. C'est logique, c'est la suite logique des choses. Tes enfants, quand ils vont sortir du foyer, ils vont se barrer, ils ne seront plus à la maison, ils vont vivre leur vie, ils vont créer leur empire à leur tour. Donc, à un moment donné, tu finiras dans tous les cas seul, parce que tes parents ne seront plus là et tes enfants aussi. La seule personne qui te restera, c'est ta femme. Oui. Donc, techniquement, non. Il faut prendre soin et bien la choisir. Exactement, bien la choisir, en prendre soin. Mais voilà, tu as aussi des amis. Et c'est important, je pense, que quand tu as une copine ou une femme ou une vie de famille, il faut quand même avoir un contact très proche avec ses amis, parce qu'en tant qu'homme, j'ai compris un truc, j'ai besoin de mes amis, j'ai besoin de mes loups, tu vois. Ça paraît être marrant de dire ça comme ça, mais j'ai besoin de mes gars, quoi. J'ai besoin de me retrouver avec eux, de discuter, de parler de choses d'hommes, de fumer des cigares, d'aller au resto, de discuter. C'est grâce à eux, en grande partie, que j'ai plein d'idées qui me viennent de business, tu vois, qu'on se tire vers le haut. C'est grâce à ces choses-là. Et c'est là où je vais être dans ma masculinité. Parce que le problème de beaucoup d'hommes, c'est que ils vont trouver une femme, ils vont trouver une copine, ils vont être là, ils vont passer leur journée avec, tout le temps scotché. Non, désolé les gars, aujourd'hui je suis avec ma copine, on est en train de regarder le cinéma, on mange des marshmallows, tu vois. Et à un moment donné, non, il faut que tu sortes. Il faut avoir un équilibre. Il faut avoir un équilibre. Il faut que tu passes du temps avec elle. Hop, avec elle, hop, avec tes amis, hop, avec ta mère, hop, avec elle, hop. Tu vois, il faut varier. Je dis pas qu'il faut la laisser toute seule, bien évidemment, il faut de l'attention. Bien sûr. Mais il faut aussi passer beaucoup de temps entre hommes. Et c'est là où tu vas être dans ta masculinité. Parce que finalement, le cas de figure où le gars, il va rester tout le temps avec sa gonzesse, ils sont tout le temps scotchés ensemble, c'est bon, il a plus d'amis, ah non les gars, tu vois, finalement, il va commencer à faire preuve de faiblesse. Et la gonzesse, qui à la base, peut-être là je vais choisir parce que c'était quelqu'un de masculin ou parce que je sais pas, il avait cette vibration-là, elle va finir par s'enlacer, elle va finir par perdre l'attirance pour lui et elle va le plaquer. Donc c'est vrai que pas toutes les femmes le comprennent. Il faut essayer de trouver celle qui comprendra que, tu vois, moi personnellement je suis un homme et j'ai besoin d'être avec mes gars, tu vois. Le soir, j'y vais. De temps en temps. De temps en temps, même tout le temps, tu vois. Je suis avec mes hommes, je suis avec mes gars. On parle, on est là. Et c'est comme ça que j'arrive à expandre mon empire. C'est comme ça que je suis fort. Et si je suis tout le temps avec une femme, même si je l'aime plus que tout le monde, s'il y a de la passion, si je la trouve magnifique, etc., si je suis tout le temps scotché avec elle et que j'ai pas mes moments avec
mes gars. Ta tribu, ouais. Voilà, bah, ma tribu, mes loups, ce que tu veux, tu vois. C'est marrant, mais bah, j'aurais du Tu trouves pas ton équilibre? Ouais, ça sera compliqué. Tu vois, Ok. enfin, c'est pas que ça sera compliqué, ça sera impossible. Et d'ailleurs, j'ai pas envie parce que je ferai preuve de faiblesse. Ouais, je comprends. Regarde, moi, j'ai beaucoup d'amis tchétchènes. Ok. Tu vois, j'ai beaucoup d'affinités avec les Tchétchènes parce que je trouve que c'est une société qui est incroyable. Pour moi, ils représentent la sainteté parce qu'ils ont vraiment des valeurs très traditionnelles. Ils sont ancrés au respect de ces choses-là, au respect des anciens, au fait qu'il y a les hommes, il y a les femmes. Il n'y a pas d'entre-deux, il y a chien, femme, etc. C'est homme-femme. Les hommes, ils ont leur rôle, les femmes ont leur rôle. Tout est dans le respect et c'est beau, tu vois. Et du coup, c'est des personnes qui sont, si tu veux, qui pour moi représentent comment une société devrait se comporter, tu vois. Ok. Et ils ont... C'est ta vision idéale. Ma vision idéale. Alors, Ouais. après, bon, il y a il y a sûrement des Tchétchènes qui sont pas des bons gars, tu vois, comme il y a des cons partout. Hein. Il y a des salauds partout. Il y a des salauds partout. Il n'y a pas de mauvais pays, il n'y a pas de mauvaise nation, il y a des cons. Ouais. Il y a des gens cons, c'est tout. Et donc, mais globalement, moi, tous les gars que je connais de Tchétchénie, de Daghestan, des pays du Caucase, moi aussi, je suis sang Caucase, moi aussi, je suis sang caucasien, eh bien, on a quand même des choses en nous qui se sont sauvegardées et qui nous lient. Ouais. Et je pense que, tu vois, que dans des sociétés comme celle-là, de toute façon, on peut le voir, les hommes, ils sont entre hommes. Il n'y a pas ma pote meuf ou les meufs qui disent mon pote mec, il n'y a pas ça, tu vois, ça n'existe pas. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun ami fille. Je n'ai aucune femme dans mon entourage avec qui je suis ami. Ok. Si je discute avec une femme, c'est qu'à la fin, je vais la baiser. Ok. Si tu y arrives. C'est simple. Si ça se fait, si au final elle m'attire vraiment, parce que des fois tu parles avec une meuf, Ouais, bien sûr. et tu vois, tu parles, elle a beau être belle, elle est vide, et vas-y, non, ça m'intéresse pas. Ok. Tu vois, donc si je discute avec une femme, si j'ai un contact avec une femme, au-delà de, je sais pas, les contacts professionnels, je sais pas si elle est la secrétaire d'un tel, tu vois, bah, c'est que derrière, ouais, il y aura, on n'est pas là pour être potes. Hein. Je suis pas là pour être tu crois pas à l'amitié homme-femme? Ça n'existe pas, c'est impossible. Ok. Moi, à titre personnel, c'est non. Ok. Il n'y a pas d'amitié, donc je peux me dire ce que tu veux. Est-ce que tu te verrais travailler avec ta femme? Je pense que déjà, la simple vie de famille, c'est une coopération. Ah ouais, c'est certain. Donc déjà, c'est du travail. Quand vous créez votre foyer, vous travaillez pour ça. Bien sûr. Et pour moi, c'est élever déjà... les enfants. Élever les enfants, tu vois, moi, mon travail va consister à faire en sorte qu'elle se sente à l'aise, bien, en sécurité, qu'elle n'ait pas de souci à se faire sur est-ce qu'on va manger ou pas, ou est-ce que ma vie ne sera pas un film, tu vois. Moi, je fais en sorte qu'elle soit sûre à 100% que sa vie soit un film, et c'est le cas. Ouais. Je veux dire, à chaque fois que j'étais en relation avec une fille, même sans que ce soit sérieux, j'ai fait en sorte de lui donner des expériences de fou, tu vois, qu'elle ne trouverait pas ailleurs. Ouais. Et derrière, à elle de faire en sorte que moi aussi je me sente respecté en tant qu'homme, tu vois. Ouais, ok. Pour des choses différentes. Ouais, pour des choses différentes. Moi, je pense qu'un homme dans sa vie doit viser le respect. C'est ça qui va faire en sorte que tu seras heureux en tant qu'homme. Le fait de se sentir respecté. Moi, aujourd'hui, dans ma vie, partout où je vais, partout où je sors, partout avec qui je communique, je sens qu'on me respecte. Ouais. À partir du moment où une personne ne me respecte pas, je ne cherche pas à imposer quoi que ce soit. Tu vois, le problème, c'est que le respect dans les relations, il peut très vite partir en fumée, quoi. Ouais, bien sûr. Et dès lors il suffit d'une réflexion. Hein. Oui, il suffit d'une réflexion, tu vois. Il suffit d'une réflexion et souvent, tu coupes court et la personne, elle réalise qu'elle a fait de la merde, elle s'excuse, elle revient, etc. Ouais. Aujourd'hui, avec du coup tes business, pas encore de vie de famille, mais probablement bientôt, elle marche. Peut-être quelque part dans le studio. Elle est en train de respirer, tu vois. Elle a quelque part. Exactement, ouais. Comment est-ce que tu organises tes journées? Est-ce que tu es plutôt un mec un peu dans le cliché qui fait son sport le matin de 6h à 7h, qui ensuite il bosse au bureau de 7h à midi Si je te posais la question un peu de la productivité, comment est-ce que tu organises tes journées? Comment est-ce que tu les manages? Eh bien, en fait, je vais me lever à l'heure que je veux. Ok, donc pas de réveil. Je mets pas de réveil, sauf si j'ai des rendez-vous, bien évidemment, mais je vais me lever à l'heure que je veux, parce que je me dis que tant que mon corps n'a pas eu le sommeil dont il a besoin, je vais pas me lever. Je vais pas m'imposer un truc. J'ai la possibilité aujourd'hui, je suis le patron. De le faire. Je fais ce que je veux. Dans ma vie, je fais ce que je veux. Et en général, tu te lèves à quelle heure du coup, naturellement? Entre 7h30 et 8h30. Ok. Donc je me lève relativement tôt. Ok. Je me lève pas à 11h. Ouais, ok. Mais voilà, mais après, je me fixe pas de... Si par exemple, j'ai une soirée où je vais tarder, je vais être en rendez-vous avec des gars, etc. On va avoir fini à 1h30, 2h. Je sais que sûrement, je vais dormir jusqu'à 10h, tu vois.
Parce que je veux mes 8 heures de sommeil. Mais après, si ça tient qu'à moi, je me couche relativement tôt. Et minuit, c'est bon, je dors. Ok. Donc, tu te lèves le matin. Tu as un planning qui est plutôt bien serré où de telle heure à telle heure, tu vas bosser. De telle heure à telle heure, tu as des rendez-vous. Ou est-ce que c'est plus freestyle tous les jours? Petit déjeuner, café, puis je regarde ce que je veux sur la télé. Je mets des trucs sur YouTube, en fait. Et puis, je regarde des vidéos. Je regarde des vidéos pendant 1 heure, un truc comme ça. Des vidéos, mais intéressantes. Ou genre, pas des trucs abrutissants. Éducationnels, quoi. Éducationnels, je regarde beaucoup les actualités. Enfin, pas trop non plus, parce qu'il y a beaucoup de mensonges. Et en fait, quand je les regarde, je suis là en mode qu'est-ce qu'ils racontent, tu vois. Genre, en fait, je les regarde juste pour me foutre de leur gueule, des fois. Tu vois. Surtout sur certaines questions. Et après, sinon, non, je regarde des trucs qui sont intéressants. Et puis, dès que je sens que c'est bon, le cerveau il est chaud. Chauffé. Voilà, j'appelle. Du coup, il est 10h. Il doit être 10h. Et puis là, à 10h, je commence à gagner. À travailler sur ton business. À travailler sur mes business, à appeler les gens qu'il faut appeler, à faire les rendez-vous. Ça te prend, tu dirais, combien d'heures par jour aujourd'hui de gérer ton business au sens large? 3-4. Ouais, pas plus que ça. En fait, même quand je vais aller, par exemple, faire ma séance de sport, au final, ça fait partie du business. Oui, c'est sûr. Même quand je vais, je sais pas, faire un massage, ça fait partie du business parce qu'il faut relâcher les muscles, Ouais, c'est de la récup. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Même quand je vais manger, c'est pareil. Est-ce que tu es plutôt le genre de mec qui est en mode je bosse tout le temps, j'ai tout le temps mon téléphone sur moi, le samedi, le dimanche, le soir, la journée, je réponds tout le temps? Si j'ai mon directeur général qui m'envoie un message parce qu'il y a ça comme problème, je réponds tout le temps? Ou est-ce que tu es plutôt le genre de mec, tu m'écris de 10h à 16h, à partir de 16h, il n'y a plus personne qui compte plus sur moi? Moi, je bosse tout le temps, j'ai tout le temps mon téléphone. C'est peut-être l'inconvénient, je dirais, parce que tu sais, des fois, tu es avec tes amis ou avec ta femme ou quoi, et tu es quand même sur ton téléphone. Tu vois. On t'a déjà fait la remarque? On me l'a fait, mais pas négativement. Alors, mes amis me l'ont fait. Enfin, ils disent c'est marrant parce qu'il est quand même tout le temps sur son téléphone en train de répondre à des messages. Tout le temps, il va se lever pour un appel, etc. Mais après, c'est normal. On l'a tous. Même eux, ils l'ont. C'est des entrepreneurs aussi. Mes amis, c'est des entrepreneurs aussi. Donc, peut-être que eux, c'est moins. Ils ont moins de coups de fil à passer, peut-être. Quand leur journée est finie, c'est fini, on peut dire. Mais moi, c'est vrai que des fois, le soir, je sais pas, à 23h, minuit, hop, attendez, tac, j'y vais, faut que j'appelle. Mais après, les femmes, c'est différent. En fait, quand une femme ne le comprend pas et elle te fait la remarque... Ça t'est arrivé déjà? Ouais, ça m'est arrivé. Enfin, ça m'est arrivé qu'une personne me disait « Oui, tu passes trop de temps, etc. » Moi, je disais, tu sais, si je passais pas ce temps-là, là, tu serais peut-être pas... On pourrait pas s'offrir ça tous les deux. En fait, voilà, tu serais pas en train de manger ce que tu es en train de manger dans ton assiette. Et... Voilà, tu serais pas assis dans un resto 3 étoiles Michelin. La vie serait différente. Prochain projet business 2024, hors celui que tu fais déjà? Est-ce qu'il y a des trucs en vue, des acquisitions, des nouveaux produits, nouveaux projets? Après, moi, tu vois, je suis assez discret sur mon programme. J'en parle pas souvent parce que je me dis que ceux qui veulent vraiment faire de l'argent, changer de vie, de toute façon, ils le trouveront d'eux-mêmes, ils assisteront à mes lives et tout. Mais là, on est quand même en train de mettre en place un produit qui va être réellement très, très poussé, très développé. C'est un coaching. Voilà, donc là, si tu veux, mon programme, il est sous forme de vidéos, de cours, de live. Il y a des intervenants qui viennent donner des cours sur le business, etc. Mais là, on va vraiment partir sur quelque chose de beaucoup plus personnalisé avec des coachs individuels pour chaque élève qu'on aura. Et donc là, on est en train de faire ça. On a formé déjà tous nos coachs. On a le système qui est en train de se mettre en place et ça va sortir dans pas longtemps. Tu vois. Donc je vais. En fait, le programme que j'ai déjà en place, il est accessible via des lives, tu vois, c'est assez rare que j'en fasse, donc tu vois, c'est parce qu'on essaie de maintenir une certaine qualité, et surtout que on estime que la personne qui veut vraiment rejoindre le programme, elle est à l'affût, elle sait qu'il y a des lives de temps en temps qui s'organisent, donc elle va assister, elle va rejoindre. Après, le coaching, ça va être différent, c'est-à-dire que le coaching, je pense que tu sais comment ça se passe, c'est quand tu mets le lien dans ta bio, des trucs comme ça, donc là on va vraiment entre guillemets ouvrir les portes sur les réseaux de manière assez visible. Et puis derrière, on fera le tri parce que tu peux pas accepter tout le monde. Ouais, bien sûr. Voilà. Ok, trop bien. Donc là, c'est le coaching. Le coaching, pareil, pour monter son entreprise de business en ligne. Ok, donc plutôt en one-to-one. Et dis-toi que ce qui est fou, c'est que on a des coachs qui sont experts. On a des coachs qui sont experts dans le business en ligne, dans le business, dans la niche dans laquelle on bosse, qui sont des anciens élèves.
Ah oui, c'est vrai. Ouais. Des mecs qui gagnent 30 000 euros par mois, 40 000, et qui du coup, maintenant, ils vont être coach au sein de notre écosystème, quoi. Ok. Trop bien, c'est plutôt une preuve que ça fonctionne et que les gens sont contents, en tout cas. Bah ouais, mais bon, après, c'est ça. Mais le truc, c'est que ça, aujourd'hui, on vit dans une société où, quand il y a quelqu'un qui réussit, obligatoirement, il a volé, ou c'est faux, ou ça ne marche pas, ou c'est lunaire, ou il a de la chance. Tu vois, aujourd'hui, je le répète à longueur de journée, faire du business sur Internet, ça n'a jamais été aussi simple que ça. Et du coup, mes élèves en sont la preuve vivante. Ouais. On pourrait douter, on pourrait se dire que peut-être que lui, il a eu donc moi, j'ai eu de la chance, tu vois, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a appris à faire ça, etc. Mais en fait, non, j'ai des élèves, j'ai des centaines de personnes qui ont changé de vie, qui gagnent des sommes astronomiques, qui gagnent 10 fois le salaire de leur prof sur un mois, qui gagnent le salaire de leur... On a des jeunes de 19 ans, 20 ans, ils gagnent le salaire de leurs parents sur l'année, en un mois, ils gagnent ça. Tu vois. Mais gros... Moi, c'est une fierté. Et toi, du coup, est-ce que tu as des élèves? Tu les formes un peu? Ouais, alors au sein de Mendio, on distribue une formation par rapport à l'immobilier, où le but du jeu étant d'apprendre aux gens sur comment investir dans un bien immobilier rentable sur le plan locatif. On fait uniquement du locatif. Donc, il y a une vraie... Ce qui est chouette avec l'immobilier, c'est que c'est très facile à faire, mais avec certaines complexités. C'est-à-dire que la recette de cuisine... Grosso modo, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour acheter un appartement locatif, mais il faut respecter la recette de cuisine. Grosso modo, dans l'immobilier, quand tu fais un truc où tu as l'impression de faire quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, c'est très 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 mauvais signe. C'est probablement que tu es en train de faire une énorme connerie. Donc le sport de l'immobilier, c'est d'arriver à copier-coller la recette de cuisine le plus vite possible et dans les plus grandes quantités. Et c'est comme ça que tu fais grossir ton patrimoine et tu passes de 1 à 2, de 2 à 3 et que tu fais grossir ton asset patrimonial le plus possible, en sachant que ce qui est beau dans l'immobilier, c'est qu'on a une divergence, une différence entre la rentabilité de l'actif et la rentabilité du capital. Parce que quand tu mets 1 euro dans la machine de l'immobilier en France, tu peux emprunter 10 dans une banque et les 10 que tu as empruntés dans une banque te rapportent 1 euro. Donc si tu as mis 1 euro et que ça te rapporte 1 euro par an, ça veut dire que tu fais 100% sur ton capital par an. Ouais. De manière assez prédictible parce que, grosso modo, la courbe des loyers français montre que les loyers ne baissent pas. Il n'y a pas un truc comme quoi ça baissait en ce moment? C'est une question comme une autre. Bien sûr. Alors les prix de l'immobilier ont tendance à baisser et encore pas tous. L'habitation en 2023, c'est moins 0,8% à l'échelle nationale. Donc c'est peanut. Ouais. Et ça, c'est juste un moment où c'est en train de descendre. Exactement. C'est pour remonter derrière. Ouais. Parce que le vrai fondement de ce qui se passe dans l'immobilier, c'est qu'aujourd'hui, en France, on manque d'à peu près 4 millions de logements décents. Donc, en termes de loi de l'offre et de la demande, la balance est vraiment en faveur de la demande avec un gros déficit d'offres. Et donc, tous les marchés où il y a beaucoup de demandes et très peu d'offres, ça drive toujours les prix vers le haut. D'accord. Et on l'a vu sur l'année 2023, l'immobilier de bureau a pas mal baissé, notamment l'immobilier de bureau parisien, pour des conjonctures qui sont liées au télétravail, liées à la période post-Covid et liées à la conjoncture économique de l'augmentation des taux d'intérêt. Mais malgré tout, l'immobilier au sens large a assez peu baissé, notamment parce qu'il existe plusieurs marchés immobiliers. L'immobilier de bureau, c'est pas pareil que le commercial. Le commercial, c'est pas pareil que l'habitation. L'habitation pour étudiants, c'est pas pareil que la résidence senior. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et de manière générale, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut se créer du patrimoine, dans l'objectif pas forcément de créer son entreprise, parce que c'est peut-être aujourd'hui plus simple de se créer une assiette patrimoniale avec l'immobilier si tu es salarié que si tu es entrepreneur, quasiment. Il n'y a rien de mieux que l'immobilier pour le faire, grâce à cet effet de levier de bancaire qui fait que quand tu mets 10 000 dans un projet, tu peux emprunter 100 000 dans une banque, les 100 000 placés à 10%, ils rapportent 10 000 euros par an. Donc la rentabilité de ton actif, c'est 10% sur l'actif, mais c'est 100% sur le capital, et ça... Il n'y a rien. Ouais. Je veux dire, il n'y a quasi rien, mis à part des placements très exotiques avec beaucoup de risques, où tu peux faire 100% sur ton capital chaque année, et ce de manière très prédictible sur les 15 prochaines années. Quasiment, ça n'existe pas. C'est incroyable. L'immobilier, en vrai, c'est vraiment stylé, je trouve. Et puis, il y a plein de manières de faire de l'immobilier. Tu peux faire de la location courte durée, du Airbnb, etc. Tu peux faire de la location classique, tu peux faire de l'immobilier de luxe, tu peux faire de l'immeuble, tu peux faire de l'achat-revente, tu peux faire... Il y a beaucoup de choses. Et... il y a une vraie différence, je pense, en termes de compétences, et c'est rare de trouver un chef d'entreprise qui est bon là-dedans, parce que, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, un entrepreneur et un homme d'affaires, pour moi, ce sont deux choses différentes. Ah bon? Ouais, vraiment deux choses différentes. Là, je te pose la question, du coup, c'est quoi la différence pour toi?
Pour moi, un homme d'affaires, il n'est pas là pour créer de la valeur, il est là pour gérer de la valeur qui existe déjà et faire en sorte de la bonifier. Un entrepreneur, il est là pour créer une solution à un problème et vendre cette solution. Et d'ailleurs, la plupart des entrepreneurs qui ont des boîtes qui explosent prennent un directeur général. Le directeur général, c'est un homme d'affaires. C'est-à-dire qu'il est là pour prendre un truc qui marche déjà et pour le faire marcher encore plus et faire en sorte qu'il continue à marcher sur la durée. Ouais. Pour moi, pour être un bon investisseur immobilier, il ne faut pas prendre cette casquette de l'entrepreneur ou de chercher à innover, même si c'est possible hein, d'innover dans l'entrepreneuriat. Il y a point de blate qu'on appelle des PropTech, donc des startups qui tournent autour de la propriété, d'où le nom propre, où là, c'est important d'être un entrepreneur, mais ce n'est pas les mêmes compétences que d'être un homme d'affaires, pour moi. Ça ne mobilise pas le même nombre de connaissances, la même attitude du quotidien, et je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour être entrepreneurs, il y a des gens qui sont faits pour être un homme ou une femme d'affaires d'ailleurs, et l'inverse n'est pas forcément vrai, je pense. Je sais pas ce que tu en penses de ça, mais si pour toi il y a une différence ou pas. Sur quoi? Entre un entrepreneur et un homme d'affaires, ou est-ce que pour toi c'est la même chose? Selon ce que tu décris, moi je suis plus un entrepreneur. Ouais. Mais après j'ai aussi des qualités à être un homme d'affaires. Un gestionnaire. Enfin, dans le sens où je gère tout, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'à la base j'ai l'idée qui va répondre à un problème. Ouais. Mais d'un autre côté, j'ai aussi la capacité de gérer, de déléguer les tâches et de faire en sorte de faire tourner l'ensemble, tu vois. Ouais. Et pas que cet ensemble-là, un autre également. Enfin, alors, pourquoi avoir pris un directeur général dans ton cas, par exemple? J'ai que 24 heures, tu vois, dans une journée. Donc, c'est pour optimisation du temps. Oui. Et après, il y a aussi une autre dynamique, c'est celle de l'énergie à innover. Dans le sens où, par exemple, regarde, moi, si je faisais tout au final, même le rôle de mon directeur général, je pourrais le faire si vraiment, allez, je me lève à 8 heures, je fais que ça. Ouais. Que ça. Mais le problème, c'est que je vais me cramer. Oui. Je vais me cramer et j'aurai plus du tout la motivation ou les idées pour innover, pour faire de nouvelles stratégies, tu vois. Ouais, bien sûr. En fait, ça va durer un temps. Ça va durer peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais de 1, j'aurai pas de temps libre pour moi. Ouais. Ça sera juste pas plaisant. Ma journée ne sera pas plaisante. Aujourd'hui, mes journées sont plaisantes parce que je fais un peu ce que je veux. Oui. Je profite. Tu sais, je vais fumer des cigares. Je vais passer du temps avec mes amis. Je vais manger dans des beaux restaurants. Je peux passer du temps avec ma mère. Hop, je travaille en même temps, tu vois. Alors que si je fais que ça, j'aurais pas le temps de faire des activités qui me plaisent. Tu profiterais moins. Je profiterais moins et dans la tombe, il n'y a pas de poche. Donc, je finirai par regretter plus tard que j'ai pas profité de mes 25 ans. Ah, ok. Voilà. Est-ce que là, aujourd'hui, tu as l'impression de profiter à 100%? Ah ouais. C'est vrai? Ouais. Bah après, pas à 100% peut-être, parce que je pense qu'il y a un moment donné où je vais atteindre encore plus de liberté géographique, financière et tout. Parce que bon, là, par exemple, j'ai envie de m'acheter, je sais pas moi, je peux pas m'acheter une Chiron aujourd'hui, tu vois. Enfin, je peux le faire. Bon, si je veux, je le fais. Mais ça serait trop con. Oui. Voilà. Mais t'en auras envie? Une Chiron? Ouais. Bah, peut-être pas. Avant une Chiron, je vais prendre autre chose. Bon, ouais. Après, je vais prendre, là, dans pas longtemps, une supercar. Mais voilà, pour l'instant, déjà, tu me donnes une belle autre voiture, ça me suffit. Ok. Voilà. Ok. Mais je pense que là où tu es libre à 100%, c'est quand tu peux vraiment acheter ce que tu veux. Et je crois qu'il y avait un gars qui avait expliqué ça, c'est que bon, tu as 1 million, c'est bien, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Tu as 10 millions, c'est bien, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Mais tu n'as pas encore la possibilité d'acheter un yacht. Par contre, tu as 100 millions, tu peux déjà acheter un yacht. Alors que quand tu as 10 millions, tu ne peux pas encore l'acheter, le yacht. Ou en tout cas, tu peux le faire, mais ça serait une grosse connerie, encore une fois. Ouais. Tu vois, et quand proportionnellement à ce que tu gagnes, tu veux dire. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, je n'ai pas la liberté, encore, il faut le dire, hein, de pouvoir m'acheter, par exemple, un yacht. Ouais. Enfin, dans le sens où comment te dire, c'est peut-être pas ce que j'ai envie, parce que j'en ai pas envie aujourd'hui d'acheter un yacht, même si c'est stylé. Oui. J'ai pas cet objectif-là. Ouais. Mais si, voilà, à un moment donné, j'ai envie de m'acheter un yacht, tu peux le faire. Bah, le but, ça serait de pouvoir le faire, même si là, aujourd'hui, j'en ai pas envie, tu vois. Ouais, je comprends. Je sais pas si je me suis bien exprimé sur ce... Ouais, une notion de liberté. Ouais, voilà. D'avoir la liberté de faire ce que tu as envie de faire. Le but, c'est d'avoir la liberté, tout à fait. Aujourd'hui, tu dirais que tous les mois, tu dépenses combien pour ton lifestyle, à peu près? Bah, écoute, regarde. Grosso modo, très simple. Là, ce matin, j'ai payé 4 000 € d'Airbnb. Ok. Il y a 4-5 jours, j'ai réservé un hôtel pour 3-4 jours. J'en ai eu pour 4 000 € aussi. Ok. Rien que là, on est déjà à 8 000. Ok. Encore, il y a quelques jours, je suis allé faire un peu les boutiques. J'en ai eu pour plus de 4 000 € aussi, tu vois.
dans des marques un peu de luxe, même si j'aime pas le luxe, mais c'est pour faire des cadeaux. Je fais des cadeaux, tu vois, je fais des cadeaux. Alors quand c'est des marques du style Louis Vuitton et tout, je m'achète pas beaucoup de trucs avec des logos, machin. Je préfère faire mes vêtements sur mesure. Okay. Mais par exemple, regarde, si je fais un cadeau à ma mère, tu vois, ou à un ami, ou j'en sais rien, bah là ou une femme, je vais dans des marques de luxe parce que je sais que c'est ce qu'ils aiment, tu vois, les gens, et ça passe, quoi, tu vois. Un Louis Vuitton, les gens ils sont contents. Mais moi, à titre personnel, j'en achète pas trop. Mais rien que ça, plus je rajoute à ça les restos, les cigares. Regarde, il y a pas longtemps, on était avec un ami. Regarde, une simple soirée. On va au resto. À 2, on en a pour 400 €. Ouais. C'était un restaurant de viande d'exception, de la bouée, il y a 160 jours de maturation, un truc de malade. Un orgasme culinaire. Okay. Vraiment, c'est un truc de fou. Donc, rien que ça, 400 balles. Ensuite, on va aller fumer les cigares. On a pris 2 Cohiba et 2 Trinidad Esmeralda. Ça va très vite. Ben, ça va très vite. T'es à 110 plus 80. 110 plus 80, ça fait 180. Plus... 190, ouais. En fait, ça fait 190 x 2, ça fait 400. Donc 400, quasi, ouais. On regarde. Donc là, ça nous fait 400 et 400, 800 € la soirée. Ouais. Juste la soirée. Et en plus, la journée, j'étais allé m'acheter un maillot de bain à 600 €, tu vois. Ok. Donc juste ça, t'es déjà à 1002 la journée. Ouais, donc tu irais 20 000 € par mois, 25 000 € par mois. Alors, entre 10 et 20. Parce qu'il y a des mois où tu fais moins le fou. Ouais, bien sûr. Ouais. Et plus après, non, mais en fait, si je pars dans un délire où je compte tous les abonnements, je sais pas, les billets de train, les voyages, les ci, les ça, les billets d'avion, bon, en fait, ouais, ça va très très vite. Donc, moi, personnellement, je suis entre 10 et 20. Voilà. Ok. Mais des fois, ça peut aller plus que 20, ouais. Mais ça descend rarement en dessous de 10. Ah ouais, c'est vrai. Bah ouais, je te dis, regarde. Ah ouais, non, mais c'est sûr que ça et va encore, vite, moi, je suis pas un flambeur. C'est-à-dire que je flambe pas, moi. Regarde, par rapport, je t'ai dit combien je gagnais au début du podcast. Oui. Donc, ça va, c'est 10%. Ah bah oui. Et les gens ils disent 30%, qu'il faut dépenser 30% en moyenne et réinvestir 70%. Moi, je suis même pas à 10% de dépenses. Et tu réinvestis à peu près 70, tu mets de côté à peu près 70 80-90, je mets. 80-90. Tu comptes travailler sur le même rythme pendant un certain temps et ensuite arrêter? Ou est-ce que pour l'instant, tu n'as pas du tout perspective de se dire je fais ma boîte à cash, je mets des sous de côté, j'investis mon argent et ensuite, grâce à ce patrimoine-là, je pourrais me dire que je peux arrêter. Et c'est d'ailleurs un de mes projets, je n'ai pas envie de faire ça toute ma vie. Là, aujourd'hui, ça marche. Ouais. Ça marche fort. Ouais. Donc, j'exploite le business. Ouais. Et si un jour ça s'arrêtera, ce qui m'étonnerait, je sais pas, j'aurais déjà mis assez de côté pour... Dans tous les cas, là, comme je t'ai dit, je vais commencer un plan d'investissement d'ici pas longtemps. Ok, trop bien. Je vais commencer à investir tout. Ok. Donc, à ce moment-là, déjà, ça va me faire une petite... Voilà, mais comme j'ai pas encore commencé, je vais pas te dire je vais faire ça là, bien sûr. Je vais faire ça comme ça parce que tout le moment mes plans vont changer. Il y a déjà des matières qui t'intéressent. Voilà, mais mes plans changent constamment, tout le temps. Tu vois, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Okay. Donc mes plans sur le futur, sur où je vais habiter, tu sais, on m'attend là, mais non, je vais être là, tu vois. Ouais. Bah en fait, vu que ça change tout le temps, je peux pas dire concrètement ce que je vais faire. Ouais, bien sûr que je vais investir, c'est sûr. Ok. Si tu avais comme mot de la fin un rêve. Que ma famille soit en bonne santé. Ok. Pour tout le temps. Ok. Et qui vivent longtemps. T'as un mot de la fin, un truc pour conclure? Il n'y a que ça comme rêve. Il n'y a que ça comme rêve. Tout le reste, il est réalisable physiquement, tu vois. Et si le rêve d'argent, de tout ça, c'est bidon. De toute façon, c'est que matériel. Ouais, le principal, c'est que tes proches soient en bonne santé. Okay. Et que tu les aimes, qu'ils ressentent que tu les aimes, qu'ils soient fiers de toi. Et puis après, même au-delà de la simple famille, juste les gens, de l'entourage que tu as, c'est important d'être une bonne personne pour son entourage, pour les gens de manière générale. C'est ce qui te rend vraiment heureux. C'est là où tu seras heureux. C'est le culte du bonheur. Le bonheur. Après, en tant qu'homme, c'est pas toujours facile parce que la vie est quand même très compliquée. Tu as beaucoup d'épreuves. Et si tu demandes à Dieu de la force, il va t'envoyer des épreuves. Tu vas passer par des moments très difficiles. Mais à terme, forcément, tu as toujours la lumière à la fin du tunnel. Donc, si tu vis en ce moment même une situation compliquée, c'est que Dieu t'a voulu te rendre plus fort. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie plusieurs fois, tu vois. Ouais. Même tout le temps, mon enfance, ça n'a pas été facile, tu vois. Ouais, bien sûr. Et pourtant, regarde, aujourd'hui, je suis heureux. Aujourd'hui, je suis heureux. Après, ma vie n'est pas facile aujourd'hui. C'est-à-dire que... Parce que tu te la rends difficile. Voilà. Pourquoi ? Parce que je me sors de ma zone de confort. Je vais à la salle de sport. Je fais très attention à ce que je mange. Des fois, tu sais, j'ai envie, là tout à l'heure, on était au resto. Ouais. Tu vois les desserts. T'as envie de prendre un dessert. Mais non, je le fais pas. Parce que il y a des choses, le sucre, c'est pas bien, machin. Ouais. Et pas que ça, le business, le fait d'aller vers de nouveaux horizons, tout ça fait que tu prends des risques, tu vois, tu sors de ta petite routine tranquille. Bien sûr, ta zone de confort. Ta zone de confort. Et du coup, ça fait que ma vie, même si aujourd'hui j'ai
une vie très agréable. Je vais au massage tout le temps, je mange ce que je veux, je vis des expériences vraiment incroyables. Ouais. Bah, ça ne veut pas dire que ma vie est facile tous les jours. Ça, je me mets quand même des bâtons moi-même dans les roues pour pédaler, pour être encore plus fort, tout simplement. Dans les moments difficiles, tu dirais que c'est quoi qui t'aide à tenir le cap? Est-ce que c'est, je sais pas, ce qu'on pourrait appeler une mission de vie? Est-ce que c'est la religion? Est-ce que c'est Dieu? C'est quoi ton avis par rapport à ça? Dieu? Orthodoxe? Ouais. Ok. Tu pries? Ouais. Ouais, c'est vrai. Tous les soirs, ouais. Ah ouais, c'est vrai? Ah, trop bien. Tu vas à l'église de temps en temps? Ouais, bah après, c'est pas facile d'être un bon pratiquant parce que ça nécessite du temps, tu vois. Mais à titre voilà, vraiment personnel, j'essaie d'être une bonne personne et de remercier Dieu sur les choses qui se passent positives dans ma vie. Et après, si je prie pas pour moi. Je prie rarement pour tes proches? Je prie pour mes proches tout le temps, mais pas pour moi. Ou si je prie pour moi, c'est juste pour remercier Dieu. Ok. Ou bien pour discuter un peu, lui dire, bon, ben là, je sais, Dieu, que ça, c'est comme ça. Là, je comprends que si tu as fait ça, c'est pour que je fasse ça, tu vois. Et là, tu vois, des fois, je lui dis, ah, mais je comprends, en fait, pourquoi tu avais fait ça, tu vois. Ok, des prises de conscience. Voilà, mais bon, après, les gens, ils vont dire qu'on est tarés, tu vois, si on commence à... Si on me voyait tout seul parler, tu sais, devant mon armoire. Devant ta télé. Devant ma télé, ouais. C'est marrant, cette histoire, en vrai. Tu veux la partager? Allez, vas-y. Bon, j'ai une télé qui parle avec moi, en fait. Et ça a commencé quand, ça? On dirait le début d'un film d'horreur. Ah, grave. Ouais, grave. Alors, ça a commencé il y a encore quelques mois de ça. Des fois, elle s'allumait toute seule. Ok. Et en fait, la première fois que j'ai vu un truc bizarre, c'est quand j'étais allongé comme ça sur mon canapé, j'étais en train de m'endormir. Ok. J'avais ma copine de l'époque qui venait de partir. Ok. Et moi, je m'étais allongé sur le canapé, tranquille. Voilà, je pensais que j'allais dormir sur le canapé. Début de soirée? Ouais, début de soirée. Ouais. Ok. Mais non, c'était la nuit. Hein. Là, il devait être 23h. Ok. Bref, à un moment donné, j'ouvre les yeux. Et tu sais, on est dans le noir. Et je vois juste la grande télé qui est devant moi. Je la regarde. Et je me dis, allume-toi. Dans ma tête. Ok. Je me dis, allume-toi. La télé s'allume. Ok. Je te jure que c'est vrai. Ok. Elle s'allume. Et là, du coup, je me suis mis comme ça. Un petit coup d'adrénaline. Adrénaline, ouais. Tu vois, j'ai pris la télécommande, je l'ai éteint. Ok. Et en fait, après, j'ai compris qu'il fallait vraiment faire gaffe avec ces choses-là parce que forcément, il y a des gens qui établissent un contact avec le monde des âmes et des choses un peu, voilà, et que ça peut avoir des effets très négatifs sur leur vie. Ok. Il y a Dieu. Dieu, c'est la seule puissance avec qui il faut communiquer. Le reste, faut pas. Moi, en tant que chrétien, je vois les choses de cette façon. Donc, cette télé... Elle a continué des fois à m'envoyer des petits signaux, des fois à s'allumer tout seul ou à dire des choses. Genre, okay. Je sais plus ce qu'elle m'avait dit, mais ça avait du sens avec ce qui était en train de se passer dans le moment où j'étais là, tu vois, où j'étais dans la pièce. Il y avait, en fait, elle communique à travers la... C'est une chaîne qui s'allume, quoi. Non, c'est pas une chaîne. C'est en fait, quand tu as une commande vocale, si tu veux, la télé, comme Siri, elle peut parler avec toi. Tu sais, c'est une LG. Ok. Et donc, elle peut parler avec toi. Et en gros, bah, là, elle te dit quelque chose. Et donc là, elle m'avait dit un truc qui était en rapport avec ce que j'étais en train de faire. Genre, ça, c'est pas une bonne idée. Un truc comme ça. Et du coup, à un moment donné, je me suis posé, j'ai fait, toi, je t'ai pas appelé, pars de là. Je ne veux pas parler avec toi, je ne te connais pas, pars. Je ne veux plus que tu m'adresses la parole. Tu vois. Ok. J'étais là comme un taré en train de parler à ma télé, tu vois. Genre, bon. Et depuis ce jour-là, rien. Sauf que, il y a pas longtemps, j'avais une invitée chez moi, donc une fille. Ok. On est chez moi. Elle voit... on arrive dans la pièce où il y a ma télé. La télé, elle s'allume, elle fait « Ravi de faire votre connaissance ». Ok. Et là, du coup, la fille, elle me regarde, elle fait « C'est quoi tout ? C'est une blague ?» et tout. Et elle lui dit « Bah, ravi aussi ». Moi, je fais à la fille « Je fais, tu lui parles pas ». Parce que la fille, elle lui a répondu, elle a dit bah, moi aussi, je suis ravi, tu vois. Moi, je parle pas à la télé. Et là, la télé, toi, tu arrêtes de parler. Et du coup, la télé, je lui fais toi, tu nous parles pas, tu parles ici, personne t'a appelé. Et du coup, la fille, je lui explique que c'est pas une blague. Et du coup, elle a commencé à avoir peur. Tu vois, elle était là. Bah oui. Ouais, après, j'étais là, c'est bon, je suis là, tranquille. Et en fait, quelques jours plus tard, un ami à moi qui vient chez moi pour discuter et tout, il arrive, il rentre dans mon salon. La télé, elle fait pareil. Ravi de faire votre connaissance. Bah, mais c'est la commande vocale qui s'allume toute seule, en fait. Ouais, c'est la commande vocale. En gros, c'est quand tu parles... Comme Siri, quoi. Comme pour l'iPhone. Voilà, c'est ça. Genre,
tu demandes à Siri s'il va bien, il va te répondre. Oui, ça va. Ouais. Et ben là, personne lui demande et elle parle toute seule. Et donc moi, et donc lui, pareil, c'est un ami musulman. Je lui ai expliqué et lui, il comprend ces choses-là. Ok. Et du coup, il a pareil, il a fait, me parle pas, tu vois. Du coup, ma télé, moi, elle me parle pas. Par contre, mes invités, elle leur parle. Ok. Tu vois, ça peut être un peu chelou. À chaque fois que quelqu'un vient, je suis toujours là, je regarde la télé, je me dis, toi, tu. Voilà. Ça t'a donné envie de changer la télé ou... Elle est incroyable, la télé. C'est la meilleure télé du. En fait, je suis arrivé au magasin, j'ai fait donnez-moi votre meilleure télé. Ok. Ils m'ont amené la plus grande, meilleure, la plus belle. L'image, elle est folle. Ok. Mais je vais juste finir là-dessus pour ce sujet-là. J'ai justement dans mon entourage une personne qui avait en gros des amis qui avaient justement un truc avec la télé où la télé avait commencé à parler avec la mère. Et en fait, j'ai la vidéo, je dois même la voir sur mon téléphone si je la cherche. J'ai la vidéo réelle où en fait la télé parle à travers des touches. Et en fait, la télé, c'est censé être la grand-mère qui parle avec la mère. Mais la vidéo est réelle, c'est-à-dire que c'est pas du fake. C'est vraiment les parents, en fait, on va dire d'une amie à moi, qui avait qui avait eu cette expérience avec une télé. La télé s'est mise toute seule, elle s'est allumée toute seule, et les touches ont simulé un dialogue. Et en fait, à un moment donné, la mère, tu sais, ils ont tous bugué dans la famille. Ils étaient là, ils sont mis devant la télé, ils essaient de voir s'il y a personne qui joue avec cette télécommande, rien. Et là, tu as la télé qui vraiment directement commence à communiquer. Du coup, il lui demande quitter et elle leur dit t'es mamie. Du coup, il lui pose je suis mamie, la télé répond. Et en gros, leur mamie qui est morte il y a quelques mois. Et en fait, elle leur explique qu'elle est toujours là, qu'elle les observe. Mais tu vois, moi. C'est flippant. C'est flippant, mais moi, j'ai vu la vidéo. C'est-à-dire que cette personne-là, cette fille-là, m'a montré la vidéo et tout. Et en fait, elle m'a. Genre, moi, j'ai. Voilà, c'est pas du fake, c'était pas une fausse vidéo. Et tu vois, normalement, il y a un truc comme quoi, dès que tu commences à filmer, normalement, ça s'arrête. Ouais. Il y a un truc comme ça, sinon on aurait vu des vidéos d'esprit, tu vois. Il y en a aucune qui tourne sur Internet. C'est comme s'ils arrivent à capter quand quelqu'un filme et ils arrêtent le truc. Et là, ils ont pu filmer. Et le truc qui fait que c'est pas un hacker, c'est pas un mec chelou ou quoi, c'est que la mère a posé une question à la télé, du coup, pour prouver que t'es bien l'esprit, en gros, de ma grand-mère. Elle lui a posé la question sur un fait qui s'était passé quand elle était petite. La télé a répondu, juste. Incroyable. Donc, tu vois, moi, quand j'ai vu cette vidéo, au début, j'étais sceptique. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai fait, ouais, là, c'est quand même... C'est un truc dans ta famille, il y a des croyances de famille par rapport à tous ces trucs un peu parallèles Moi, ça, c'est pas dans ma famille, c'est dans celle d'une ex que j'avais eue. Ok. Non, ça, c'est autre chose. Par contre, dans ma famille est religieuse, oui. Ouais. Du côté russe, c'est très orthodoxe, c'est très religieux. Ma grand-mère est très croyante. Ok. Mon grand-père était croyant. Okay. Mon oncle, très croyant aussi. C'est celui qui m'a offert cette croix d'ailleurs. Ok. Voilà. Tu crois au karma ? En fait, pour moi, le karma, c'est quelque part le châtiment divin quand tu fais quelque chose de mauvais. Donc, c'est ça. Certains vont utiliser le terme karma. Moi, je pense que oui, Dieu voit tout et Dieu te rendra les mauvaises actions que tu fais. Ok. Toi, ça t'est déjà arrivé où tu te dis, où tu as eu une galère et tu te dis, ouais, là, à mon avis, c'est parce que la connerie que j'ai fait l'autre jour, ou c'était déjà arrivé d'avoir une sorte de prise de conscience par rapport à ça, ou à l'inverse, de te dire, putain, là, j'ai un coup de peau aujourd'hui, à mon avis, c'est parce que j'ai été un bon gars hier ou un bon gars avant-hier. C'était déjà arrivé ? Ouais. Si tu fais quelque chose de mal, la vie te le rendra x10. Ouais. Et pareil, si tu fais quelque chose de bien. C'est pour ça que je fais beaucoup de bonnes actions. Après, je ne les fais pas parce que je m'imagine qu'on va me les rendre, mais je les fais parce que ça me fait plaisir de le faire. Et j'obtiens plus de plaisir, par exemple, à offrir quelque chose à quelqu'un qu'à de me l'acheter à moi-même. Ça s'appelle l'oblativité, le plaisir d'offrir. Okay. Tout comme, par exemple, je sais pas, je veux voir une personne qui n'a pas beaucoup d'argent, enfin, genre un SDF, je vais lui donner un billet. Ouais. Et je sais pas, quelques jours plus tard, tu vois, j'ai une super nouvelle, un truc de fou qui m'arrive où hop, je gagne 15 000 €, tu vois. Avec les mauvaises actions, c'est pareil. Bon, après, moi, j'essaie de ne pas en faire de mauvaises actions parce qu'on sait tous quand on fait des mauvaises choses. Donc, que ça se paye. Ouais. On pêche. Alors, moi, si je pêche, c'est pas dans des choses. En vrai, je pêche dans des petites conneries, mais aujourd'hui, je fais pas de choses qui sont gravissimes, tu vois. Ouais, okay. Comme trahir, voler, ou mentir, ou tuer, tu vois. C'est fini tout ça. Ok, trop bien. Un mot de la fin pour conclure ? Écoute, merci pour ce podcast, c'était des discussions très intéressantes. Merci à toi. On a beaucoup discuté en dehors du podcast et franchement, t'es une bonne personne. Trop bien. C'est plaisir de te rencontrer.
Avec plaisir, plaisir partagé. Trop bien.